Le colosse noir. Apparemment, l'attrait de Rufia ne dure qu'un temps pour Conan, et elle disparaît aussi vite que le butin apporté d'Asgaloun, à moins qu'il ne l'ait changé contre un meilleur cheval. Il entre ensuite au service d'Amalric de Némédie, général mercenaire de la reine régente Yasmela, du petit royaume frontalier de Khoraja. Là, il fait rapidement son chemin et obtient le grade de capitaine. Le frère de Yasmela, le roi de Khoraja, est retenu prisonnier en Ophir. Les frontières de son royaume sont attaquées par des troupes de nomades, rassemblées et conduites par un mystérieux sorcier voilé, Natok. La nuit du pouvoir, lorsque le destin parcourt les corridors du monde, tel un colosse qui vient de se dresser de son trône de granit séculaire. Edward Hoffman Price, la fille de Samarcande. Partie 1. Seul le silence millénaire méditait sur les ruines mystérieuses de Kutchemes. Pourtant, la peur était là. La peur frissonnait dans l'esprit de Shevatas, le voleur, rendant son souffle court et rauque entre ses dents serrées. Il était là, seul atome de vie parmi les monuments colossaux de la désolation et de la décadence. Pas même un vautour ne planait dans le ciel, pour former un point noir dans l'immense voûte azurée que le soleil vitrifiait par son éclat. De tous côtés, se dressaient les vestiges sinistres d'une autre ère oubliée. D'énormes piliers brisés, dressant vers le ciel leurs pinacles déchiquetés. Les lignes longues et flottantes des murs éboulés et tombant en ruine, des blocs de pierre cyclopéens amoncelés, des statues mutilées dont les traits horribles avaient été à demi effacés par les vents corrosifs et les tempêtes de sable. D'un bout à l'autre de l'horizon, il n'y avait aucun signe de vie. Uniquement la courbe vertigineuse du désert nu et aride, coupée en deux par la ligne vagabonde du lit d'une rivière, depuis longtemps à sec. Au milieu de cette immensité, les crocs brillants des ruines, les colonnes se dressant telles les mâts brisés de navires engloutis, tout cela dominé par le dôme en ivoire devant lequel Shevatas se tenait en tremblant. La base de ce dôme était un gigantesque piédestal de marbre, s'élevant à partir de ce qui avait été autrefois une colline en terrasse, sur les berges de l'ancien fleuve. De larges marches conduisaient à un grand portail de bronze. Le dôme, ainsi posé sur sa base, ressemblait à la moitié d'un œuf titanesque. Il était en ivoire pur, et étincelait, comme si des mains invisibles l'avaient poli sans relâche depuis des siècles innombrables. Les feuilles d'or du faîte spiralé de l'édifice brillaient pareillement. Une inscription en hiéroglyphes dorés faisait le tour de la courbe du dôme, longue de plusieurs mètres. Aucun homme sur cette terre n'avait jamais été capable de déchiffrer ces caractères. Pourtant, Shevatas frissonnait à l'idée de ce qu'il suggérait. Car il appartenait à une race très ancienne, dont les mythes remontaient à des formes comme n'en avaient jamais rêvé les tribus de son temps. Shevatas était souple et nerveux, comme il convenait au roi des voleurs de Zamora. Sa tête, petite et ronde, était entièrement rasée. Son seul vêtement était un pagne de soie écarlate. Comme tous ceux de sa race, il avait une peau très foncée. Ses yeux noirs, au regard perçant, faisaient ressortir ses traits étroits de vautour. Ses doigts longs et minces étaient aussi rapides et légers que les ailes d'un papillon de nuit. D'une ceinture aux écailles d'or pendait une épée courte et fine, aux pommeaux incrustés de gemmes, dans un fourreau de cuir travaillé. Shevatas portait son arme avec des précautions apparemment exagérées. Il semblait même fuir le seul contact du fourreau sur sa cuisse nue. Cette prudence n'était pas sans raison. Tel était Shevatas, voleur parmi les voleurs. Son nom était prononcé avec respect dans les bouches de Maul, dans les recoins sombres et mystérieux, sous les temples de Bel. Les chansons et les mythes perpétuèrent son souvenir durant 1 millier d'années. Pourtant, la peur rongeait le cœur de Shevatas, alors qu'il se tenait devant le dôme en ivoire de Kutchemes. Même un simple d'esprit se serait rendu compte que cet édifice avait quelque chose d'anormal. Les vents et les soleils l'avaient fouetté et brûlé depuis 3000 ans.
Pourtant, son or et son ivoire étaient aussi neufs et brillants qu'au premier jour, lorsqu'ils avaient été érigés par des mains inconnues sur la berge de cette rivière sans nom. Ce fait étrange était en harmonie avec l'aura maléfique émanant de l'ensemble de ces ruines singulières. Ce désert formait la mystérieuse étendue située au sud-est des prairies de Shem. Un voyage de plusieurs jours à dos de chameau, Shevatas le savait, dans l'autre direction, vers le sud-ouest, conduirait le voyageur en vue du Styx, à l'endroit où le grand fleuve formait un angle droit par rapport à sa course en amont, et s'écoulait vers l'ouest, pour se jeter finalement dans la mer lointaine. À partir de ce coude, commençait le royaume de Stygie, la maîtresse du sud au cœur sombre, dont les terres, arrosées par le grand fleuve, prenaient naissance au sein du désert environnant. Vers l'est, Shevatas le savait également, le désert était remplacé par des steppes s'étendant jusqu'au royaume hircanien de Turan. Celui-ci se dressait, auréolé d'une splendeur barbare, sur les rives de la grande mer intérieure. À une semaine de route vers le nord, le désert rencontrait un enchevêtrement compact de collines arides. Au-delà se trouvaient les plateaux fertiles de Kos, le royaume le plus au sud des races iboriennes. À l'ouest, le désert se perdait parmi les pâturages de Shem. Ceux-ci se poursuivaient jusqu'à l'océan. Tout ceci, Shevatas le savait sans être particulièrement conscient de ce savoir, comme un homme connaît les rues de sa ville. C'était un grand voyageur, et il avait pillé les trésors de nombreux royaumes. Pourtant, il hésitait à présent, et tremblait devant la plus grande aventure et le plus fabuleux trésor d'entre tous. Dans ce dôme en ivoire se trouvaient les ossements de Tugra Khotan. Ce sombre sorcier avait régné sur Kutchemes 3000 ans plus tôt, lorsque les royaumes de Stygie et d'Achéron s'étendaient loin au nord du grand fleuve, par-delà les prairies de Shem et jusqu'au plateau. Puis, la grande migration des Iboriens avait déferlé vers le sud, depuis le berceau de leur race, une région nordique située près du pôle. Cet exode avait été titanesque, se poursuivant durant des siècles, des ères. Au cours du règne de Tugra Khotan, le dernier magicien de Kutchemes, des barbares aux yeux gris et aux cheveux tannés, portant des fourrures de loup et des cuirasses en écailles, étaient venus du nord, envahissant les riches plateaux pour se tailler un empire avec leurs épées en fer, et fonder le royaume de Kos. Ils s'étaient abattus sur Kutchemes comme un raz-de-marée, noyant dans le sang ses tours de marbre. Le royaume d'Achéron s'était écroulé au milieu des incendies et des ruines. Alors qu'il se répandait dans les rues de la ville et fauchait ses archers comme du blé mûr, Tugra Khotan avait avalé un étrange et terrible poison. Ses prêtres masqués le portèrent jusqu'au tombeau qu'il s'était lui-même préparé. Ses fidèles moururent autour de son mausolée, en un holocauste écarlate. Pourtant, les barbares ne purent enfoncer la porte, ni même endommager et défigurer l'édifice par le maillet ou la torche. Ils repartirent, abandonnant la grande cité en ruine, et dans son sépulcre d'hommes d'ivoire, le grand Tugra Khotan reposa à l'abri de tout préjudice. Durant son long sommeil, les lézards de la désolation rongèrent les piliers s'émiettant. Le fleuve qui irriguait ce pays depuis des temps immémoriaux s'enfonça dans le sable, et ses eaux disparurent à jamais. Nombre de voleurs avaient tenté de s'emparer des trésors qui, selon des récits fabuleux, étaient entassés autour des ossements tombés en poussière du magicien à l'intérieur du dôme. Et plus d'un voleur avait péri à l'entrée de la tombe. Bien d'autres furent tourmentés par des rêves monstrueux, pour mourir finalement, la bave de la folie aux lèvres. C'est pourquoi Shevatas tremblait tandis qu'il considérait le tombeau, et ses frissons n'étaient pas seulement motivés par la légende du serpent, qui, disait-on, gardait les ossements du sorcier. L'horreur et la mort recouvraient tel un suaire tous les mythes se rapportant à Tugra Khotan. De l'endroit où il se tenait, le voleur pouvait voir les ruines de la grande salle où des captifs enchaînés s'étaient agenouillés par centaines avant d'avoir la tête tranchée par le prêtre roi en l'honneur de Seth, le dieu serpent de Stygie. Quelque part, à proximité, il y avait eu le puits noir et terrifiant, où des victimes, hurlant de terreur, avaient été jetées pour servir de pâture à un monstre amorphe sans nom. Celui-ci avait rampé hors d'une caverne encore plus profonde, située dans les entrailles de l'enfer.
La légende avait fait un dieu de Tugra Khotan. Son adoration s'était perpétuée en un culte dégénéré et métissé, et ses fidèles avaient frappé son image sur des pièces de monnaie destinées à payer le transport de leurs morts sur le grand fleuve des ténèbres, dont le Styx n'était que l'ombre matérielle. Shevatas avait vu son visage sur des pièces volées, glisser sous la langue des morts, et ses traits s'étaient gravés d'une manière indélébile dans l'esprit du voleur. Pourtant, il chassa ses peurs, et gravit l'escalier conduisant au portail de bronze, dont la surface unie ne présentait ni verrou ni loquet. Ce n'était pas pour rien qu'il s'était donné tant de mal pour assister à de sombres cultes, qu'il avait écouté les sinistres chuchotements des adeptes de Skelos, sous les arbres au cœur de la nuit, et lu les livres interdits aux reliures métalliques de Vatellos l'aveugle. S'agenouillant devant le portail, il palpa de ses doigts agiles le bas de celui-ci, et trouva les protubérances trop petites pour être décelées à l'œil nu, ou découvertes par des doigts moins sensibles. Il les pressa soigneusement, selon un ordre particulier, tout en murmurant une incantation oubliée depuis longtemps. Alors qu'il appuyait sur la dernière saillie, il se redressa d'un bond avec une hâte frénétique, et de sa main ouverte, donna un coup vif et sec, exactement au milieu de la porte. Sans aucun grincement de ressort ou de gond, la porte s'éloigna soudain vers l'intérieur. Les dents serrées de Shevatas laissèrent échapper un sifflement. Un petit couloir, très étroit, s'offrait à son regard. La porte avait glissé au fond de celui-ci, à présent en place à l'autre extrémité. Le sol, le plafond et les parois de l'ouverture, ressemblant à un tunnel, étaient en ivoire. Alors, d'un orifice sur l'un des côtés, surgit une horreur silencieuse, au mouvement reptilien, qui se dressa et fixa d'horribles yeux lumineux sur l'intrus. Un serpent long de 20 pieds, aux écailles luisantes et iridescentes. Le voleur ne perdit pas de temps à s'interroger sur la nature des fosses noires comme la nuit, s'étendant sous le dôme, où le monstre avait trouvé de la nourriture depuis 3000 ans. Il sortit délicatement son épée de son fourreau. De la lame tomba lentement un liquide verdâtre, absolument identique à celui qui dégouttait des crocs acérés du reptile. La lame avait été trempée dans le venin d'un serpent de la même espèce que l'horreur du dôme, et la façon dont Shevatas s'était procuré ce poison au cœur des marécages maudits de Zingara aurait constitué une saga à elle seule. Le voleur de Zamora s'avança prudemment, sur la pointe des pieds, genoux légèrement fléchis, prêt à bondir d'un côté ou de l'autre, tel un éclair. Il fit appel à toute sa vitesse de mouvement, parfaitement coordonnée, lorsque le serpent arqua son cou et frappa, se détendant de toute sa longueur, pareil à la foudre. Shevatas réagit instantanément et se déplaça. Pourtant, sans la chance, il serait mort à cette seconde. Son plan longuement mûri était de bondir sur le côté et d'abattre sa lame sur le cou tendu du monstre. Tout cela fut réduit à néant par la rapidité éblouissante de l'attaque du reptile. Le voleur n'eut que le temps de tendre son épée devant lui, fermant les yeux involontairement et poussant un cri. L'épée lui fut arrachée des doigts, et d'horribles bruits sourds emplirent le couloir. Ouvrant les yeux, stupéfait de constater qu'il était toujours en vie, Shevatas aperçut le monstre. Celui-ci soulevait et tordait sa forme visqueuse en de fantastiques contorsions. L'épée transperçait ses gigantesques mâchoires. Le hasard seul avait fait que le serpent s'était jeté sur la pointe de l'épée qu'il avait présentée à l'aveuglette. Quelques instants plus tard, l'horreur ophidienne s'affaissait sur le sol, en des replis luisants, à peine frissonnants, tandis que le venin sur l'épée opérait d'une manière foudroyante. L'enjambant délicatement, le voleur poussa la porte. Cette fois, elle glissa de côté, révélant l'intérieur du dôme. Shevatas laissa échapper un cri. Au lieu de ténèbres complètes, il était baigné d'une lumière écarlate, qui palpitait et vibrait, presque insupportable pour l'œil. Elle émanait d'une énorme gemme rouge, fixée tout en haut de l'arche voûtée du dôme. Shevatas était bouche bée, bien qu'il fût habitué à la vue des richesses. Le trésor était là, entassé, empilé en une profusion vertigineuse, des monceaux de diamants, de saphirs, de turquoise, d'opale, d'émeraude, des ziggourats de jade, de jais et de lapis-lazuli,
des pyramides de lingots d'or, des théocalies de barres d'argent, des épées aux pommeaux incrustés de gemmes dans des fourreaux de fil d'or, des aumes en or avec des cimiers multicolores en crin de cheval, ou des plumes noires et écarlates, des corselets aux plaques d'argent, des cuirasses ornées de joyaux ayant appartenu à des rois guerriers 3000 ans plus tôt, des hanapes taillées dans des pierres précieuses, des crânes recouverts de feuilles d'or avec pour yeux des pierres de lune, des colliers de dents humaines parés de bijoux. Le sol en ivoire était recouvert, sur une épaisseur de plusieurs pouces, d'une poudre d'or qui scintillait et étincelait sous la lueur incarnate, produisant 1 million de lumières chatoyantes. Le voleur se trouvait dans un pays merveilleux de magie et de splendeur, piétinant de ses sandales des étoiles infinies. Pourtant, son regard était fixé sur l'estrade de cristal. Celle-ci se dressait au milieu de la perspective éclatante, exactement sous la gemme rouge. Sur cette plateforme auraient dû se trouver les ossements du sorcier, depuis longtemps tombés en poussière avec la lente reptation des siècles. Comme Chevatas regardait, ses traits basanés pâlirent, exsangues. La moelle de ses os se changea en glace. La peau de son dos frissonna et se craquela d'horreur, tandis que ses lèvres remuaient sans bruit. Soudain, il retrouva sa voix, et poussa un horrible hurlement, qui résonna hideusement sous la dôme voûtée. Puis le silence des siècles recouvrit à nouveau les ruines de Cutchémès la mystérieuse. Partie 2. Des rumeurs se répandirent à travers les prairies, jusqu'aux cités des Iboriens. La nouvelle fut apportée par les caravanes, les longues files de chameaux s'avançant lentement au milieu des sables du désert, conduites par des hommes en cafetan blanc, au visage mince et au regard de prédateurs. Elle fut répétée par les pâtres au nez aquilin des plaines fertiles, transmise par les nomades, vivant sous des tentes, à ceux qui demeuraient dans des villes aux murs de pierre, où les rois à la barbe frisée bleu-noir adoraient des dieux ventrus en célébrant d'étranges rites. Elle franchit l'obstacle des collines, où des hommes de tribus au corps décharné prélevaient un droit de passage sur les caravanes. Les rumeurs atteignirent les riches plateaux, où des cités majestueuses s'élevaient au bord de lacs et de rivières azurées. Elles suivirent les routes larges et blanches, encombrées de chariots tirés par des bœufs, de troupeaux aux bêlements plaintifs, de marchands opulents, de chevaliers bardés de fer, d'archers et de prêtres. Ces rumeurs venaient du désert, s'étendant à l'est de la Stygie, dans le sud lointain des collines de Kos. Un nouveau prophète était apparu parmi les nomades. On parlait d'une guerre tribale, d'un rassemblement de vautours dans le sud-est, et d'un chef redoutable, qui conduisait à la victoire ces hordes rapidement grandissantes. Les Stygiens, une menace permanente pour les nations nordiques, n'avaient apparemment aucun lien avec ce mouvement. En ce moment même, ils étaient occupés à masser des troupes sur leurs frontières orientales, et leurs prêtres se livraient à des pratiques magiques pour combattre ce sorcier venu du désert, que les hommes appelaient Natok, l'être voilé. En effet, ses traits étaient toujours masqués. Le raz-de-marée déferla inexorablement vers le nord-ouest, et les rois à la barbe bleue moururent devant les autels de leurs dieux pensus. Leurs cités aux imposantes murailles furent noyées dans le sang. Certains disaient que les plateaux des Iboriens étaient le but de Natok et de ses fidèles aux chants extatiques. Les incursions des nomades du désert étaient chose fréquente. Pourtant, ce dernier mouvement ne ressemblait pas à un simple raid. La rumeur disait que Natok avait soudé autour de lui 30 tribus nomades et 15 cités. En outre, un prince rebelle de Stygie s'était rallié à lui. Ce dernier fait donnait à penser qu'il s'agissait d'une véritable guerre. D'une façon caractéristique, la plupart des nations iboriennes affectèrent d'ignorer la menace grandissante. Pourtant, à Khoraja, royaume taillé dans les régions chémites par les épées d'aventuriers kossiens, on trouvait cette situation très préoccupante.
Situé au sud-est de Kos, il aurait à supporter tout le choc de l'invasion. Or son jeune roi était le prisonnier du perfide roi d'Ophir, toujours irrésolu. Devait-il le libérer contre une énorme rançon, ou bien le livrer à son ennemi, le roi avare de Kos, qui n'offrait pas de l'or mais un traité avantageux? Pendant ce temps, la direction du royaume, en cette période difficile, avait été confiée aux blanches mains de la jeune princesse Yasmela, la sœur du roi. Les ménestrels chantaient sa beauté à travers tout le monde occidental, et l'orgueil d'une dynastie royale était sien. Mais cette nuit-là, son orgueil avait glissé de ses épaules comme un manteau. Dans sa chambre, dont la voûte était un dôme en lapis-lazuli, dont le sol de marbre était recouvert de fourrures rares et les murs prodigues en frises dorées, 10 jeunes filles, filles de nobles, aux membres délicats chargés de bracelets et d'anneaux incrustés de gemmes, sommeillaient sur des couches de velours, disposées tout autour du lit royal, aux baldaquins en or et aux rideaux de soie. La princesse Yasmela n'était pas couchée dans son lit. Elle était prostrée, entièrement nue, son ventre souple et plat au contact du marbre froid, ressemblant à la plus humble des suppliantes. Ses cheveux noirs et épais tombaient en cascade sur ses blanches épaules. Ses doigts longs et fins étaient entrelacés. Elle gisait sur les dalles et se tordait. Une terreur abjecte figeait le sang de ses veines et dilatait ses splendides yeux, faisait se dresser la racine de ses cheveux brillants et frémir son échine souple. Là dominant, dans l'angle le plus sombre de la pièce en marbre, était tapie une ombre immense et sans forme précise. Ce n'était pas une créature matérielle, de chair et de sang, mais une masse ténébreuse, une tache pour la vue, un monstrueux incube engendré par la nuit. Il aurait pu s'agir d'une hallucination inventée par un cerveau abruti par le sommeil, sans ces 2 points de feu jaunes et flamboyants qui brillaient au sein de l'obscurité, pareils à 2 yeux. En outre, une voix provenait de cette ombre, une voix sibilante, basse, subtile, inhumaine. Cela ressemblait davantage au sifflement léger et abominable d'un serpent qu'à toute autre chose sortant de lèvres humaines. Sa sonorité, autant que le contenu des paroles prononcées, submergeait Yasmela d'une horreur tellement insupportable qu'elle se contorsionnait et tordait son corps svelte en tous sens, comme sous la morsure d'un fouet, comme pour débarrasser son esprit d'un avilissement et d'une dégradation savamment distillée. « Tu m'es destinée, princesse, » disait le murmure avec une joie féroce. « Avant que je sorte de mon long sommeil, je t'avais remarqué et ardemment désiré. J'étais sous l'emprise du sortilège antique qui m'a permis d'échapper à mes ennemis et ne pouvait te rejoindre. Je suis l'âme de Natok, l'être voilé. Bientôt tu me contempleras sous mon apparence matérielle, et tu m'aimeras. » Le sifflement spectral diminua, se changeant en des ricanements obscènes. Yasmela gémit et frappa les dalles de marbre de ses petits poings exquis en un paroxysme de terreur. « Je dors dans l'une des chambres du palais d'Abictana, » poursuivit la voix sibilante. « Là-bas se trouve mon corps de chair et de sang. Pourtant, ce n'est qu'une enveloppe vide. Tout mon esprit s'est envolé un bref instant. Si tu pouvais regarder depuis la croisée de ce palais, tu comprendrais la futilité de toute résistance. Le désert ressemble à un jardin de roses sous la lune, où s'épanouissent les feux de camp de 100 000 guerriers. Telle une avalanche qui balaie tout sur son passage, toujours plus rapide et plus forte, je submergerai le pays de mes anciens ennemis. Les crânes de leurs rois me serviront de gobelets. Leurs femmes et leurs enfants seront les esclaves des esclaves de mes esclaves. J'ai grandi en force durant ces longues années de méditation. Et tu seras ma reine, princesse.
Je t'apprendrai les voies antiques et oubliées du plaisir. Nous. Devant le flot d'obscénités cosmiques qui se déversait du colosse des ténèbres, Yasmela se contracta et se débattit, comme si un fouet mettait à vif sa peau délicate et nue. N'oublie pas, chuchota l'horreur. Peu nombreux seront les jours avant que je vienne te réclamer. Alors tu seras mienne. Yasmela, pressant son visage sur les dalles et se bouchant les oreilles de ses doigts délicats, eut pourtant l'impression d'entendre un étrange bruit d'ailes, semblable à l'envol d'une chauve-souris. Relevant craintivement les yeux, elle aperçut seulement la lune brillant par la fenêtre. Sa clarté formait comme une épée d'argent à l'endroit où le fantôme s'était tenu. Tremblant de tous ses membres, elle se leva et se dirigea en titubant vers un divan en satin, où elle se laissa tomber, éclatant en sanglots hystériques. Les jeunes femmes dormaient toujours, sauf une, qui se réveilla, bâilla, étira ses membres graciles et regarda autour d'elle en clignant des yeux. Elle fut aussitôt à genoux, près de la couche, entourant de ses bras la taille fine de Yasmela. Était-ce... Ses yeux noirs étaient dilatés par l'effroi. Yasmela la saisit en une étreinte convulsive. « Oh, Vatiza! C'est revenu! Je l'ai vu! L'ai entendu parler! Il a dit son nom! Natok! C'est Natok! Ce n'est pas un cauchemar! Cela se dressait au-dessus de moi, tandis que les autres filles dormaient comme si on les avait droguées. Que dois-je faire? » Vatiza réfléchit, tournant autour de son bras rond un bracelet en or. « Princesse, dit-elle, il est évident qu'aucun pouvoir mortel ne peut avoir raison de cela, et l'amulette que t'avaient donnée les prêtres d'Ishtar est inutile. C'est pourquoi il te faut interroger l'oracle oublié de Mitra. » Malgré sa terreur restante, Yasmela frissonna. Les dieux d'hier deviennent les démons de demain. Les Kossiens avaient abandonné depuis longtemps le culte de Mitra et oublié les attributs du dieu universel des Iboriens. Dans son idée, très vague, Yasmela était persuadée que la divinité, étant très ancienne, devait être tout aussi redoutable. En effet, Ishtar, comme tous les dieux de Kos, était craint de ses adorateurs. La culture et la religion kossienne avaient subi, en un mélange subtil, l'influence des Shémites et des Stygiens. La vie simple des Iboriens avait été modifiée dans une large mesure par les coutumes de l'Est, sensuelles et sophistiquées, mais despotiques. Mitra acceptera-t-il de m'aider? Dans son ardeur, Yasmela serra le poignet de Vatiza. Nous adorons Ishtar depuis si longtemps. Bien sûr qu'il t'aidera. Vatiza était la fille d'un prêtre ophirien. Celui-ci avait rapporté avec lui ses coutumes lorsqu'il s'était réfugié à Koraja, fuyant ses adversaires politiques. Allons au sanctuaire, je t'accompagne. Entendu. Yasmela se leva. Comme Vatiza se préparait à l'habiller, elle la repoussa. Il ne serait pas convenable que je me présente au sanctuaire vêtu de soie. J'irai entièrement nu, me traînant sur les genoux, comme il s'y a une suppliante. Sinon Mitra penserait que je manque d'humilité. C'est absurde! Vatiza avait peu de respect pour les pratiques de ce qui était un faux culte à ses yeux. Mitra aime voir les gens debout devant lui, et non à plat ventre, comme des vers de terre ou versant le sang d'animaux sur ses autels. Cédant à son abjurgation, Yasmela laissa la jeune femme lui passer une chemise de soie légère, sans manches, sur laquelle fut glissée une tunique de soie serrée à la taille par une large ceinture de velours. Elle choisit des mules en satin pour ses pieds menus, et les doigts habiles de Vatiza eurent au fait d'arranger ses tresses noires et ondoyantes. Puis la princesse suivit la jeune fille. L'Ophérienne releva sur le côté une lourde tapisserie ouvragée d'or, et tira le verrou d'or de la porte qu'elle dissimulait. Celle-ci donnait sur un couloir étroit et sinueux. Les deux jeunes femmes le parcoururent rapidement, franchirent une autre porte et arrivèrent dans un grand vestibule. Là il y avait un garde, portant un casque au cimier doré, une cuirasse en argent et des jambières en or ciselé. Dans ses mains, il tenait une hache d'armes au long manche. Un geste de Yasmela
prévint son exclamation. La saluant, il reprit sa faction près du seuil de la porte, aussi immobile qu'une statue d'airain. Les jeunes femmes traversèrent le vestibule. Celui-ci paraissait immense et spectral à la lueur des torchères disposées le long des hauts murs. Elles descendirent un escalier. Yasmela frissonna à la vue des ombres épaisses garnissant les angles des parois. 3 niveaux plus bas, elles s'arrêtèrent enfin dans un corridor étroit dont la voûte était incrustée de gemmes, le sol enchâssé de blocs de cristal et les murs décorés de frises en or. Elles se glissèrent sans bruit au fond de ce passage resplendissant, se tenant par la main jusqu'à un imposant portail aux arabesques dorées. Vatiza poussa la porte, révélant un temple oublié de tous depuis longtemps, sauf de quelques fidèles et des hôtes royaux en visite à la cour de Khoraja. D'ailleurs, c'était surtout à leur intention que le sanctuaire était gardé tel quel. Yasmela n'y était encore jamais entrée, bien qu'elle fût née dans le palais. D'une austérité inattendue si l'on songeait à la magnificence et au luxe immodéré des temples d'Ishtar, cet endroit était empreint de simplicité et de dignité, d'une beauté caractéristique du culte de Mitra. Le plafond élevé n'était pas voûté. En marbre blanc et simple, comme le sol et les parois décorées d'une étroite frise en or qui en faisait le tour. Derrière un autel de jade vert clair, jamais souillé par des sacrifices, se dressait le piédestal sur lequel était assise la représentation matérielle de la divinité. Yasmela contempla avec crainte la longue courbe des magnifiques épaules, les traits bien découpés, les yeux larges et non bridés, la barbe de patriarche, les boucles épaisses des cheveux retenus par un simple bandeau enserrant les tempes. Cette statue, bien que la princesse l'ignorât, était un chef-d'œuvre. L'expression artistique, libre de toute entrave, d'une race hautement cultivée, débarrassée de tout symbolisme conventionnel. Elle tomba à genoux et se prosterna, indifférente aux remontrances de Vatiza. Cette dernière finit d'ailleurs par l'imiter. Après tout, elle n'était qu'une jeune femme et le sanctuaire de Mitra était très impressionnant. Pourtant, elle ne put s'empêcher de chuchoter à l'oreille de Yasmela. « Ceci n'est que l'emblème du dieu. Personne n'a jamais prétendu savoir à quoi ressemble Mitra. Ceci le représente seulement sous une forme humaine, idéalisée, aussi proche de la perfection que l'esprit humain puisse la concevoir. Il n'habite pas cette pierre froide, comme l'affirment vos prêtres à propos d'Ishtar. Il est partout, au-dessus de nous et autour de nous, et il rêve parfois en de hauts lieux parmi les étoiles. Mais son être se concentre ici. C'est pourquoi tu peux l'invoquer à présent. »« Que dois-je dire ?» demanda Yasmela, balbutiant de terreur. « Avant même que tu prononces une seule parole, Mitra connaît le contenu de ton esprit, » commença Vatiza. Les 2 jeunes filles sursautèrent violemment. Une voix venait de retentir dans l'air au-dessus d'elles. Les accents sereins, aussi graves et mélodieux que ceux d'une cloche, provenaient autant de la statue que de tout autre endroit dans la pièce. De nouveau, Yasmela tremblait devant une voix immatérielle qui s'adressait à elle. Cette fois, ce n'était pas d'horreur ou de répulsion. « Ne parle pas, ma fille, car je connais ton dénuement, » lui disaient les intonations, pareilles à des vagues majestueuses et musicales s'échouant sur une plage au sable doré. « Tu peux sauver ton royaume d'une seule façon, et en le sauvant, sauver le monde entier des crocs du serpent qui a surgi des ténèbres des âges. Sors de ce palais et parcours la ville, seul. Remets le sort de ton royaume entre les mains du premier homme que tu croiseras dans la rue. » Les accents sans écho cessèrent, et les jeunes femmes se regardèrent. Puis, se relevant, elles partirent sans bruit, et n'échangèrent aucune parole, jusqu'à leur retour dans les appartements de la princesse Yasmela. Celle-ci contempla la lune par les fenêtres aux barreaux d'or. Minuit était passé depuis longtemps. On n'entendait plus le bruit des réjouissances dans les jardins et sur les toits en terrasse de la ville. Khoraja dormait sous les étoiles. Celle-ci semblait se refléter dans les torchères, scintillant parmi les jardins et dans les rues, sur les terrasses où dormaient les gens. « Que vas-tu faire ?» chuchota Vatiza,
toute tremblante. « Donne-moi mon manteau !» répondit Yasmela en serrant les dents. « Seule dans les rues, à cette heure ?» s'écria la jeune Ophirienne. « Mitra a parlé !» rétorqua la princesse. « Était-ce vraiment la voix du dieu, ou bien l'artifice d'un prêtre ? Peu importe, je sors !» Ramenant une ample cape de soie autour de sa silhouette élancée, et mettant une toque de velours dont la voilette membraneuse dissimulait ses traits, elle partit rapidement à travers les couloirs, et arriva devant une porte de bronze. Une escouade de lanciers la regardèrent bouche bée, comme elle la franchissait. Ce passage se trouvait dans une aile du palais donnant directement sur la rue. Les autres côtés de l'édifice étaient environnés de grands jardins, eux-mêmes entourés d'un mur imposant. Yasmela sortit dans la rue éclairée par des torchères disposées à intervalles réguliers. Elle hésita. Avant que sa résolution puisse faiblir, elle referma la porte après elle. Un léger frisson la secoua, comme elle regardait vers le haut et le bas de la rue, qui s'étendait, silencieuse et déserte. Cette fille d'aristocrate ne s'était encore jamais aventurée sans escorte à l'extérieur du palais de ses ancêtres. Prenant son courage à deux mains, elle remonta en hâte la rue. Ses mules de satin volèrent légèrement sur les pavés. Pourtant, leur doux bruit fit bondir son cœur dans sa gorge. Elle eut l'impression que ses pas résonnaient dans un bruit de tonnerre, se répercutaient à travers la cité, réveillant et attirant l'attention de silhouettes en guenilles, aux yeux de rat, dans des tanières dissimulées parmi les égouts. Chaque ombre semblait abriter un assassin aux aguets. Chaque renfoncement de porte dissimulait les chiens furtifs des ténèbres. Elle sursauta violemment. Devant elle venait de surgir une forme spectrale dans la rue. Elle se rejeta vivement vers un bloc d'ombre, qui à présent lui apparaissait comme un havre de salut, son cœur battant la chamade. La forme entrevue n'avait pas l'allure furtive d'un voleur ou la démarche timide d'un passant apeuré. L'homme s'avançait à grands pas dans la rue envahie par la nuit, comme quelqu'un qui n'a ni besoin ni envie de marcher doucement. Ses longues enjambées trahissaient une crânerie inconsciente et le bruit de ses pas retentissait sur les pavés. Il passa près d'une torchère et Yasmela le vit avec netteté. C'était un homme de grande taille, portant le haubert des mercenaires. Faisant appel à toute son énergie, elle sortit vivement de l'ombre, serrant les pans de son manteau autour de son corps. « Saha !» Son épée brilla en jaillissant de son fourreau. L'homme interrompit son geste à mi-course en voyant qu'il avait seulement une femme devant lui. Néanmoins, son regard vif passa au-dessus de la tête de Yasmela, scrutant les ténèbres, à la recherche de complices éventuels. Il se tint face à elle, sa main posée sur la longue poignée, qui dépassait dessous le manteau écarlate flottant négligemment sur ses épaules bardées de fer. La lueur de la torchère brillait sombrement sur l'acier bleuté et poli de ses jambières et de son casque. Une flamme encore plus funeste étincelait au fond de ses yeux bleus. Elle vit aussitôt que ce n'était pas un Cossien. Quand il parla, elle comprit que ce n'était pas un Iborien. Il était habillé comme un capitaine mercenaire, et ses troupes aguerries comptaient des hommes de maints pays, des barbares aussi bien que des étrangers venus de royaumes civilisés. Son air de loup dénotait le barbare. Jamais les yeux d'un homme civilisé, même fou ou criminel, n'auraient flamboyé d'un tel feu. Son haleine empestait le vin. Pourtant, il ne titubait pas et n'était affligé d'aucun balbutiement. « Ils t'ont enfermé dehors ?» demanda-t-il, en cossien, avec un accent barbare. Il tendit la main vers elle. Ses doigts se refermèrent doucement sur le poignet rond de Yasmela. Pourtant, elle sentit qu'il aurait pu lui briser les os sans effort. « Je quitte à l'instant le dernier cabaret encore ouvert. La malédiction d'Ishtar sur ces réformateurs au foie blanc, qui ferment le débit de boisson. Plutôt que de s'enivrer, les hommes doivent dormir, disent-ils, en vérité. De la sorte, ils peuvent mieux travailler et se battre pour leur maître. Des eunuques au ventre mou. Voilà comment je les appelle. Lorsque je servais dans les troupes mercenaires de Corinthie, nous vidions des tonneaux de vin et courions les filles la nuit pour nous battre le jour. Oh oui, nos épées ont fait couler beaucoup de sang. Mais si nous parlions de toi, ma fille, ôte donc cette satanée voilette. » Elle évita ses doigts tendus d'un mouvement souple de son corps,
tout en essayant de ne pas lui donner l'impression qu'elle le repoussait. Elle réalisait le danger qu'elle courait en se trouvant seule avec un barbare ivre. Si elle révélait son identité, il se moquerait sans doute d'elle ou bien décamperait. Elle n'était pas sûre qu'il ne lui couperait pas la gorge. Les barbares agissaient souvent d'une manière étrange et inexplicable. Elle combattit la peur qui montait en elle. « Pas ici, dit-elle. Viens avec moi. »« Où ?» Son sang fougueux était en feu. Pourtant, il était aussi prudent qu'un loup. « Espères-tu m'emmener dans quelque repère de brigands ?»« Non, non, je le jure. » Elle eut fort à faire pour éviter la main qui cherchait à nouveau à lui ôter son voile. « Que le démon t'emporte, friponne !» grogna-t-il d'un air dégoûté. « Serais-tu aussi vilaine qu'une Hyrcanienne ? Est-ce pour cela que tu portes un masque ? Alors laisse-moi au moins voir ton corps !» Avant qu'elle puisse prévenir son geste, il lui arracha sa cape. Elle entendit sa respiration siffler entre ses dents. Il restait immobile, tenant son manteau et la considérait comme si la vue de ses riches vêtements l'avait quelque peu dégrisée. Elle vit une lueur de méfiance apparaître dans ses yeux. « Qui diable es-tu » murmura-t-il. « Tu n'es pas une fille des rues, à moins que ton amant n'ait dévalisé le sérail d'un roi pour t'habiller. Cela importe peu. » Elle s'enhardit, jusqu'à poser sa blanche main sur son bras puissant recouvert de fer. « Viens, ne restons pas dans cette rue. » Il hésita, puis haussa ses robustes épaules. Elle comprit qu'il la prenait pour quelque noble dame, lassée de ses amants aux manières trop polies, ayant recours à ce moyen pour se divertir. Il la laissa remettre sa cape sur ses épaules et la suivit. Elle l'observa du coin de l'œil, comme il marchait côte à côte vers le bas de la rue. Sa cotte de maille ne parvenait pas à dissimuler entièrement les lignes dures de son corps et sa force de tigre. Il ressemblait à un félin. Tout en lui était élémentaire, primitif et indompté. Aux yeux de Yasmela, il était aussi mystérieux que la jungle, tant il était différent des courtisans aimables qu'elle côtoyait à sa cour. Elle avait peur de lui, se disant qu'elle détestait sa force brutale et nue, sa barbarie insoumise. Pourtant, quelque chose en elle d'ardent et de dangereux était irrésistiblement attiré par lui. La corde primitive et cachée, qui se trouve dans le cœur de chaque femme, vibrait à se rompre. Elle avait senti sur son bras la main rude du guerrier, et au tréfonds de son être, frémissait encore au souvenir de ce contact. Bien des hommes s'étaient agenouillés devant Yasmela. Elle était certaine que celui-ci ne s'était jamais agenouillé devant quiconque. Les sensations de la princesse étaient celles d'une personne qui se trouve en face d'un tigre non enchaîné. Elle était effrayée et fascinée par son propre effroi. Elle s'arrêta devant la porte du palais et la poussa légèrement. Observant son compagnon à la dérobée, elle ne lut aucune méfiance dans ses yeux. « Le palais, hein ?» grogna-t-il. « Alors tu es une femme de chambre ?» Elle s'aperçut qu'elle était en train de se demander, avec une jalousie étrange, si l'une de ses servantes avait déjà introduit cet aigle de guerre dans son palais. Les gardes ne bougèrent pas, comme elle le guidait entre eux. Il les toisa, comme un chien féroce pourrait défier du regard une meute inconnue. Elle lui fit franchir une porte tendue d'un rideau, amenant à une chambre secrète. Il s'immobilisa, examinant naïvement les tapisseries, puis son regard se posa sur une jarre en cristal, remplie de vin, posée sur une table d'ébène. Il s'en empara, avec un soupir de satisfaction, la porta à ses lèvres. Vatisa surgit d'une pièce adjacente, et poussa un cri de soulagement. « Oh, princesse ! Princesse !» La jarre de vin se brisa sur le sol. En un mouvement trop rapide pour que l'œil puisse le suivre, le mercenaire arracha le voile de Yasmela, et lui lança un regard stupéfait. Il recula avec un juron sonore, et son épée jaillit dans sa main, en un large reflet d'acier bleuté. Ses yeux flamboyaient comme ceux d'un tigre pris au piège. Une tension soudaine envahit la pièce, tel l'instant de calme précédant l'orage. Vatisa s'affaissa à terre, rendue muette par la terreur. Yasmela affronta sans hésiter le barbare furieux. Elle savait que sa vie même était en jeu. Sous le coup de la méfiance et d'une panique irraisonnée, il était prêt à donner la mort à la moindre provocation. Pourtant,
Cette situation critique fit naître en elle une étrange gaieté. « Rassure-toi, dit-elle, je suis bien Yasmela, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. »« Pourquoi m'as-tu amené ici ?» grogna-t-il, tandis que ses yeux étincelants regardaient vivement tout autour de la pièce. « Quelle sorte de traquenard est-ce là ?»« Ne crains rien, il n'y a aucune traîtrise, » répondit-elle. « Je t'ai amené ici parce que tu peux m'aider. J'ai prié les dieux, invoqué Mitra. Il m'a dit d'aller dans les rues et de demander de l'aide au premier homme que je rencontrerai. » C'était quelque chose qu'il pouvait comprendre. Les barbares avaient leurs propres oracles. Il abaissa son épée, sans la rengainer. « Si tu es Yasmela, tu as effectivement besoin d'aide, » grommela-t-il. « Ton royaume connaît des moments plutôt difficiles. Mais comment pourrais-je t'aider ? Si tu as besoin d'un coupe-jarret, bien sûr. »« Assieds-toi, » le pria-t-elle. « Vatiza, apporte-lui du vin. » Il s'exécuta, prenant soin, elle le nota, de s'asseoir le dos à un mur épais, d'où il pourrait embrasser du regard toute la chambre. Il posa son épée nue en travers de ses genoux bardés de fer. Elle regardait l'arme avec fascination. Son éclat bleu sombre semblait refléter des récits de meurtre et de rapine. Elle ne pensait pas avoir la force suffisante pour la soulever. Pourtant, elle savait que le mercenaire pouvait la tenir d'une seule main, aussi facilement qu'elle maniait une cravache. Elle nota la largeur et la puissance de ses mains. Ce n'étaient guère les pattes lourdes et grossières d'un troglodyte. Avec un tressaillement de culpabilité, elle s'aperçut qu'elle était en train d'imaginer ses doigts vigoureux saisir ses cheveux noirs et se refermer sur eux. Il parut rassuré lorsqu'elle prit place sur un divan en face de lui. Il ôta son casque et le posa sur la table, puis il tira en arrière sa coiffe, laissant les plis d'acier retomber sur ses épaules massives. Elle vit encore plus nettement ce qui le différenciait des races iboriennes. Son visage sombre et couturé était empreint de morosité, sans être marqué par la débauche ou fondamentalement mauvais. Ses traits suggéraient quelque chose de sinistre, et même plus. Ses yeux bleus où couvaient des flammes augmentaient cette impression. Son front bas et large était recouvert par une crinière hirsute, aussi noire qu'une aile de corbeau. « Qui es-tu » demanda-t-elle brusquement. « Conan, capitaine des lanciers mercenaires, » répondit-il, en vidant d'une seule gorgée sa coupe de vin, et en l'attendant vers Vatiza, pour qu'elle la remplisse encore. « Je suis né en Cimmérie. » Ce nom signifiait peu de choses pour Yasmela. Elle savait seulement, d'une manière très vague, que c'était une région sauvage de collines arides, située loin au nord, au-delà des ultimes avant-postes des nations iboriennes, et qu'une rage farouche et rude l'habitait. C'était la première fois qu'elle voyait l'un de ses représentants. Appuyant son menton sur ses mains jointes, elle le fixa de ses yeux noirs et profonds, qui avaient asservi plus d'un cœur. « Conan de Cimmérie, » reprit-elle, « tu as dit que j'avais effectivement besoin d'aide. Pourquoi ?»« Allons, » gronda-t-il, « cela saute aux yeux. Avec le roi, ton frère, croupissant dans une région d'Ophir, avec Kos, projetant depuis longtemps d'annexer ton royaume, ce sorcier dont les exhortations appellent tous les feux de l'enfer et la destruction sur Shem, et ce qui est pire, ici même, tes soldats qui désertent chaque jour un peu plus nombreux. » Elle ne répliqua pas tout de suite. L'expérience était nouvelle pour elle. Un homme lui parlait en toute franchise, et de ses mots était exclue cette servilité doucereuse qui lui répugnait tant chez ses courtisans. « Pourquoi mes soldats désertent-ils » demanda-t-elle enfin. « Certains ont été séduits par la meilleure solde que leur propose Kos, » répondit-il, tout en vidant la jarre de vin avec un plaisir évident. « Beaucoup pensent que Koraja est condamné, en tant qu'État indépendant. Beaucoup aussi sont terrifiés par les récits concernant ce chien de Natok. »« Les mercenaires me resteront-ils fidèles » s'informa-t-elle avec anxiété. « Aussi longtemps que tu nous paies bien, » répondit-il sans détour. « Tes problèmes politiques ne signifient rien pour nous. Tu peux faire confiance à Amalric, notre général. Quant à nous, nous sommes des hommes comme les autres et aimons le profit avant tout. Si tu verses la rançon demandée par Ophir, on dira que tu es dans l'impossibilité de nous payer. Dans ce cas, nous risquons fort d'aller trouver le roi de Kos, bien que ce maudit ladre ne compte pas parmi mes amis. Nous pourrions même mettre cette ville à sac. Quand une guerre civile fait rage,
Le butin est toujours abondant. Pourquoi ne pas déserter et rejoindre les rangs de Natok? S'informa-t-elle. Comment nous paierait-il? Renifla-t-il. Avec les idoles d'airain au ventre rebondi qu'il a volées dans les cités chémites? Aussi longtemps que tu combats Natok, tu peux te fier à nous. Tes camarades te suivraient-ils? Demanda-t-elle soudain. Que veux-tu dire? Je veux dire, répondit-elle avec assurance, que je fais de toi le commandant en chef des armées de Koraja. Il s'immobilisa, le gobelet à ses lèvres. Celles-ci s'incurvèrent en une large grimace. Ses yeux brillèrent d'une nouvelle lueur. Commandant en chef! Crom! Que diront tes nobles parfumés? Ils m'obéiront! Elle frappa dans ses mains pour appeler une esclave qui entra et s'inclina. Que le comte Thespidès vienne ici tout de suite, ainsi que le chancelier Taurus, le seigneur Amalric et l'Aga Chupra. Je mets toute ma confiance en Mitra, dit-elle en regardant vers Conan. Celui-ci était occupé à dévorer la nourriture que Vatisa avait posée en tremblant devant lui. Es-tu familier des guerres? Je suis né sur un champ de bataille, répliqua-t-il, en arrachant avec ses dents solides un morceau de viande d'un énorme quartier de bœuf. Le cliquetis des épées et les râles des moribonds ont été les premiers bruits qu'entendirent mes oreilles. J'ai participé à des affrontements entre clans, à des guerres tribales et à des campagnes impériales. Es-tu capable de mener des hommes et de les disposer en ordre de bataille? Ma foi, je puis toujours essayer, fit-il imperturbable. Il s'agit seulement d'un duel sur une plus large échelle. Engager le combat, attaquer, porter une botte, frapper d'estoc ou de taille, et la tête de ton adversaire vole dans les airs, à moins que ce ne soit la tienne. L'esclave reparut, annonçant que les hommes mandés étaient arrivés. Yasmela alla dans l'antichambre, tirant les rideaux de velours après elle. Les nobles s'agenouillèrent devant elle. De toute évidence, ils étaient surpris par cette convocation à une heure aussi avancée. « Je vous ai demandé de venir pour vous faire part de ma décision, » leur annonça Yasmela. « Le royaume est en danger. »« Tout juste, princesse. » Le comte Thespidès venait de parler. Un homme de grande taille, dont les mèches noires étaient bouclées et parfumées. D'une main blanche, il lissait sa moustache en pointe, et de l'autre, tenait un bonnet en velours avec une plume écarlate retenue par une barrette en or. Ses chaussures à bout pointu étaient en satin, son pourpoint en velours brodé d'or. Ses manières étaient quelque peu affectées, mais sous les soieries, ses muscles étaient d'acier. Il conviendrait d'offrir à Ophir plus d'or pour la libération de votre frère royal. Je suis d'un avis contraire, intervint Taurus, le chancelier, un homme d'un certain âge. Il portait une robe bordée d'hermine. Ses traits étaient marqués par les soucis de sa lourde charge. Nous avons déjà offert de payer une rançon qui ruinera le royaume. Proposer davantage ne ferait qu'exciter encore plus la cupidité d'Ophir. Princesse, je répète ce que je vous ai dit maintes fois. Ophir ne bougera pas tant que nous n'aurons pas affronté cette horde d'envahisseurs. Si nous perdons, il livrera le roi Kossus à Kos. Si nous sommes vainqueurs, il libérera sans aucun doute sa majesté contre paiement de la rançon. Et dans l'intervalle, le coupa Amalric, chaque jour des soldats désertent, et les mercenaires s'impatientent, se demandant pourquoi nous tardons ainsi. C'était un Émédien, un homme robuste dont les cheveux blonds faisaient penser à une crinière de lion. Nous devons agir rapidement, sinon... Demain, nous marchons vers le sud, répondit-elle. Voici l'homme qui sera à votre tête. Tirant brusquement de côté le rideau de velours, en un geste théâtral, elle leur désigna le Cimérien. Le moment de cette révélation n'était sans doute pas des plus heureux. Conan était vautré dans son fauteuil, les pieds posés sur la table d'ébène, très occupé à ronger un os de bœuf, qu'il tenait fermement des deux mains. Il lança au noble un regard nonchalant, eut une légère grimace à l'adresse d'Amalric, puis continua de manger avidement, avec un plaisir non dissimulé. « Que Mitra nous protège !» explosa Amalric. « C'est Conan le Nordique, le plus turbulent de tous mes coquins. Je l'aurais fait pendre depuis longtemps s'il n'était le meilleur combattant à avoir jamais revêtu un haubert. »« Votre Altesse plaisante, j'espère !» s'écria Thespidès. La colère assombrissait ses traits aristocratiques.
Cet homme est un sauvage, un rustre sans éducation ni culture. Demander à des gentilshommes de servir sous ses ordres serait une insulte. Comte Thespides, lâcha sèchement Yasmela. Vous portez mon gant sous votre baudrier. Veuillez me le rendre et partir. Partir? S'écria-t-il en sursautant. Et où cela? Aller à Kos ou en enfer, répondit-elle. Si vous refusez de me servir comme je le souhaite, alors ne me servez plus du tout. Vous me jugez mal, princesse, riposta-t-il en s'inclinant profondément blessé. Jamais je ne vous abandonnerai. Pour vous, je placerai mon épée à la disposition de ce sauvage. Et vous, seigneur Amalric? Amalric jura entre ses dents, puis grimaça. En véritable soldat de fortune, il n'était étonné par aucun revers, et la vie lui avait réservé bien des surprises. Je servirai sous ses ordres. Une vie courte et plaisante, telle est ma devise. Avec Conan le coupe-jarret pour général en chef, sans aucun doute notre vie sera plaisante, et fort brève. Mitra! Si ce chien a jamais commandé à plus d'une compagnie de vide-gousset, je veux bien le manger, équipement compris. Et vous, Aga? Elle se tourna vers Choupra. Il haussa les épaules avec résignation. Comme tous les membres de cette race vivant le long des frontières méridionales de Kos, il était grand et maigre, avec des traits plus minces et aquilins que ceux de ses frères du désert au sang plus pur. Que la volonté d'Ishtar soit faite, princesse. Le fatalisme de ses ancêtres avait parlé pour lui. Attendez-moi ici, leur ordonna-t-elle. Tandis que Thespides fulminait et mordillait son bonnet en velours, que Taurus marmonnait entre ses dents des paroles inaudibles, et qu'Amalric arpentait nerveusement l'antichambre, tirant sur sa barbe blonde et grimaçant comme un lion affamé, Yasmela disparut derrière les rideaux et frappa dans ses mains, appelant ses esclaves. Sur son ordre, ils apportèrent un équipement complet pour remplacer la cotte de maille de Conan. Gorgerins, solerets, épaulières, cuissards, jambières, cuirassques et casques à visière. Lorsque Yasmela tira à nouveau les rideaux, un Conan entièrement revêtu d'acier luisant apparut à ceux qui l'attendaient. Avec l'armure à plaques, la visière relevée, et ses traits taciturnes ombragés par les plumes noires ondoyant au-dessus de son casque, le Cimmérien donnait une telle impression de force et de résolution farouche que même Thespides en convint, à contre-cœur. Une plaisanterie tourna court sur les lèvres d'Amalric. « Par Mitra !» dit-il lentement. « Jamais je ne me serais attendu à te voir porter une armure. Mais tu es loin d'en être indigne. Par les os de mes doigts, Conan, j'ai vu des rois qui portaient la leur moins royalement que toi. » Conan était silencieux. Une ombre vague traversa son esprit, comme une prophétie. Dans les années à venir, il se souviendrait des paroles d'Amalric, lorsque le rêve serait devenu réalité. Partie 3. Dans la brume de l'aube, les rues de Kor-Aja avaient été envahies par une foule nombreuse. Les gens étaient venus assister au départ des troupes par la porte sud. L'armée bougeait enfin. En tête venaient les chevaliers, resplendissant dans leurs armures aux plaques richement ouvragées, avec des plumes colorées ondoyant au-dessus de leurs aumes polis. Leurs montures, carapassonnées de soie, de cuir laqué et de boucles en or, caracolaient et sautillaient, tandis que leurs cavaliers les mettaient au pas. La lumière matinale se reflétait sur les pointes des lances. Elles se dressaient telle une forêt au-dessus des troupes montées, leurs pennons flottant sous la brise légère. Chaque cavalier portait sur lui le gage d'une dame, un gant, un foulard ou une rose, noué à son casque ou glissé dans son ceinturon d'épée. Il représentait la chevalerie de Kor-Aja, fort de 500 hommes, conduit par le comte Thespides. Celui-ci, disait-on, convoitait la main de Yasmela elle-même. Ils étaient suivis par la cavalerie légère. Les cavaliers, montés sur de robustes coursiers, étaient des hommes des collines au corps mince et aux traits de rapace. Des casques d'acier à pointe protégeaient leurs têtes, et des cottes de mailles étincelaient sur leurs cafetans flottants. Leur principale arme était le redoutable arc chémite, qui pouvait envoyer un trait à 500 pas. Ils étaient au nombre de 5000,
et Chupra se trouvait à leur tête. Son visage mince était sévère sous son casque à pointe. Aussitôt après, s'avançaient les lanciers de Khoraja, des fantassins, dont le nombre était toujours relativement restreint dans n'importe quel état iborien. En effet, dans ces régions, seule la cavalerie était considérée comme une arme honorable. Ces hommes, comme les chevaliers, appartenaient à l'antique sang de Kos, fils de famille ruinée, homme dont la vie avait été brisée, jeunes sans fortune ne pouvant s'acheter un cheval et une cuirasse. Ils étaient 500. Les mercenaires venaient en dernier, 1 millier de cavaliers et 2000 lanciers. Les chevaux aux longues pattes semblaient aussi rudes et sauvages que leurs cavaliers. Ils ne faisaient ni de petits sauts ni de gambades. Ces tueurs professionnels, vétérans de campagnes sanglantes, avaient quelque chose de sinistre. Leurs gestes étaient méthodiques, leurs regards froids et calculés. Revêtus de la tête aux pieds d'un haubert, ils portaient leur casque sans visière par-dessus leur cotte de maille. Leurs boucliers étaient sans ornement, leurs longues lances sans oriflamme. À leurs garrots d'arçon étaient suspendues des haches d'armes ou des masses d'acier, et chaque homme portait à sa hanche une longue épée à large lame. Les lanciers étaient armés pratiquement de la même façon, bien qu'ils portent des piques au lieu de lances de cavalerie. Ces hommes appartenaient à des races aussi nombreuses que leurs crimes. Il y avait de grands hyperboréens, au corps mince et à la forte ossature, à la diction lente et au tempérament violent. Des hommes du pays de Gunder, aux cheveux tannés, originaires des collines du nord-ouest, des renégats corinthiens à l'air crâne, des Ingariens à la peau basanée, aux moustaches noires et hérissées, au sang chaud, des Aquiloniens venus de l'ouest lointain. Pourtant, tous étaient des Iboriens, à l'exception des Ingariens. Derrière tout cela, s'avançait un chameau aux riches housses, conduite par un chevalier monté sur un grand cheval de guerre, et entouré par un groupe de soldats d'élite, choisis parmi les troupes de la maison royale. Sa cavalière, sous le dais de soie fixé au siège, formait une silhouette mince et souple, vêtue de soieries somptueuses. À sa vue, la populace, toujours bien disposée envers la royauté, lança en l'air des toques en cuir et poussa des cris de joie frénétiques. Conan le Cimmérien, nerveux dans son armure à plaques, lança un regard désapprobateur en direction du chameau richement orné, et se tourna vers Amalric à son côté. Celui-ci portait une cuirasse ouvragée d'or, aux plaques pectorales du même métal, et un casque surmonté d'un cimier en crin de cheval, flottant au vent. La princesse a tenu à nous accompagner. Elle est souple, mais pas assez robuste pour ce genre de travail. En tout cas, elle devra se défaire de toutes ses robes. Amalric tordit sa moustache blonde pour dissimuler un sourire. De toute évidence, Conan supposait que Yasmina avait l'intention de porter une épée et de prendre une part active à la bataille, comme c'était souvent le cas pour les femmes barbares. « Les femmes iboriennes ne se battent pas comme tes femmes de Cimmérie, Conan, » dit-il. « Yasmina vient avec nous pour assister à la bataille. De toute façon, » il changea de position sur sa selle et baissa la voix. « J'ai dans l'idée que la princesse n'ose pas rester en arrière. Elle a peur de quelque chose. D'un soulèvement ? Peut-être aurions-nous dû pendre quelques bourgeois avant notre départ. Non. » L'une de ces femmes de chambre a parlé, balbutiant des inepties à propos de quelque chose qui s'introduisait dans le palais la nuit et rendait Yasmina à moitié folle de terreur. Il s'agit de l'une des diableries de Natok, je n'en doute pas. Conan, nous avons en face de nous plus qu'une créature de chair et de sang. Eh bien, rogna le Cimmérien, mieux vaut aller à la rencontre d'un ennemi que de l'attendre. Il regarda vers la longue file de chariots et ceux qui suivent toujours les armées en temps de guerre, saisit les rênes dans sa main gantée de fer et prononça par habitude la phrase des mercenaires se mettant en marche. Que ce soit vers l'enfer ou le butin, en route, camarades! Les portes massives de Khoraja se refermèrent derrière le long cortège. Les têtes des curieux garnirent les murailles crénelées. Les habitants de la ville comprenaient parfaitement qu'ils regardaient s'éloigner la vie ou la mort.
Si l'armée était défaite, l'avenir du royaume serait tracé en lettres de sang. En effet, les hordes déferlant du sud sauvage ignoraient la pitié. Toute la journée, les colonnes marchèrent, traversant les prairies ondulant sous le vent, franchissant de petites rivières. Le terrain commença à s'élever progressivement en pente douce. Devant eux se dressait une série de collines basses allant de l'est à l'ouest et formant une muraille ininterrompue. Ils campèrent cette nuit-là sur les pentes nord de ces collines. Par dizaines, des montagnards au nez aquilin et au regard ardent vinrent s'accroupir autour des feux et répéter les nouvelles arrivées du désert empreint de mystère. Le nom de Natok revenait sans cesse dans leurs récits, tel un serpent dressant son horrible tête. Sur son ordre, les démons de l'air apportaient le tonnerre, le vent et le brouillard. Les esprits élémentaires du monde inférieur faisaient trembler la terre en de terrifiants grondements. Ils faisaient surgir le feu de nulle part et consumaient ainsi les portes des cités fortifiées, brûlaient les hommes en armure, les réduisaient à l'état d'ossements carbonisés. Ces guerriers étaient si nombreux qu'ils recouvraient le désert. Et ils disposaient de 5000 soldats stygiens avec leurs chars de guerre, commandés par le prince rebelle Kutamun. Conan écoutait, imperturbable. La guerre était son métier. Pour lui, la vie était une bataille perpétuelle, ou une suite de batailles. Depuis sa naissance, la mort avait été une compagne de tous les jours. Elle marchait à son côté, horrible, se tenait contre son épaule devant les tables de jeu. Ses doigts osseux faisaient teinter les coupes de vin. Elle se dressait au-dessus de lui, silhouette monstrueuse et encapuchonnée, lorsqu'il était étendu et dormait. Il se souciait aussi peu de sa présence qu'un roi fait attention à son porteur de coupe. Un jour, il sentirait sur lui son étreinte osseuse, c'était tout. Il lui suffisait de vivre au présent. Néanmoins, d'autres étaient moins indifférents à la peur. S'en revenant d'une inspection des lignes avancées, Conan s'arrêta brusquement. Une silhouette élancée, enveloppée dans un manteau, venait de surgir de l'ombre, tendant la main vers lui. « Princesse, vous devriez être dans votre tente !» Je n'arrivais pas à m'endormir. Ses yeux noirs étaient hagards dans l'obscurité. « Conan, j'ai peur !»« Redoutes-tu des hommes dans cette armée ?» Sa main serra la poignée de son épée. « Non, il ne s'agit pas d'un homme, » dit-elle en frissonnant. « Conan, n'y a-t-il rien dont tu aies peur ?» Il réfléchit, se frottant le menton. « Si, » reconnut-il enfin, « de la malédiction des dieux. » Elle frissonna de nouveau. « Je suis maudite. Un démon des abysses a jeté son dévolu sur moi. Nuit après nuit, tapi au sein des ombres, il me chuchote d'horribles secrets. Il a l'intention de venir me chercher pour que je sois sa reine en enfer. Je n'ose dormir. Il m'apparaîtra dans mon pavillon, comme il venait me tourmenter dans mon palais. Conan, tu es fort. Garde-moi auprès de toi. J'ai si peur. » Ce n'était plus une princesse, mais seulement une jeune femme terrifiée. Sa fierté l'avait quittée, l'abandonnant dans sa nudité sans aucune honte. Poussée par une peur éperdue, elle était venue vers lui. Il semblait si fort. La puissance primitive qui l'avait repoussée l'attirait à présent. Pour toute réponse, il ôta de ses épaules son manteau écarlate et l'en enveloppa avec rudesse, comme si la tendresse, de quelque sorte qu'elle fût, était impossible pour lui. Sa main de fer resta posée un instant sur sa frêle épaule et elle frissonna de nouveau. Cette fois ce n'était pas de peur. À ce simple contact, un flot de vitalité animale la submergea et irradia à travers son corps, comme si un peu de l'énergie surabondante de Conan lui avait été impartie. « Allonge-toi ici. » Il désigna un endroit dégagé et propre près d'un feu aux flammes vacillantes. Le fait qu'une princesse dût s'étendre sur le sol nu, près d'un feu de camp, enroulée dans une capote de soldat, ne lui semblait nullement incongru. Elle obéit sans discuter. Il s'assit à côté d'elle, sur un rocher, son épée à large lame posée en travers de ses genoux. La lueur du feu se reflétait sur son armure d'acier bleuté. Il ressemblait à une statue de métal, force dynamique pour le moment inactive,
non pas au repos, mais immobiles, attendant le signal pour se lancer dans quelques actions terrifiantes. Les flammes jouaient sur ses traits, donnant l'impression qu'ils étaient sculptés dans une substance ombreuse, pourtant aussi dure que l'acier. Ils étaient impassibles, mais au fond de ses yeux couvait une vie farouche. Ce n'était pas seulement un barbare et un sauvage. Il faisait partie de cette sauvagerie, était inséparable des éléments indomptés de la vie. Dans ses veines coulait le sang d'une bande de loups. Dans son esprit étaient tapies les profondeurs mystérieuses de la nuit nordique. Son cœur brûlait du feu des forêts flamboyantes. Tandis qu'elle méditait et rêvait tout à la fois, Yasmela glissa doucement vers le sommeil, enveloppée dans une sensation de sécurité délicieuse. D'une manière inexplicable, elle savait qu'aucune ombre aux yeux ardents ne se pencherait sur elle parmi les ténèbres, tant que cette silhouette farouche, venue de contrées étrangères, montrait la garde à proximité. Pourtant, une nouvelle fois, elle se réveilla et frissonna, en proie à une terreur cosmique, bien qu'aucune horreur abyssale ne fût en vue. Elle avait été tirée de son sommeil par le murmure de voix étouffées. Ouvrant les yeux, elle vit que le feu était moribond. Les premières lueurs de l'aube étaient proches. Elle distingua vaguement Conan, toujours assis sur son rocher, entrevit le long reflet bleuté de sa lame. À côté de lui était accroupie une autre silhouette, légèrement éclairée par les flammes agonisantes. Yasmela, encore endormie, discerna le bec crochu d'un nez, la perle brillante d'un œil sous un turban blanc. L'homme parlait rapidement, dans un dialecte chémite qu'elle avait du mal à comprendre. « Que Belle me prenne mon bras droit! Je dis la vérité! Par Derketo, Conan! Je suis le prince des menteurs, mais je ne mentirai pas à un vieux camarade comme toi. Je le jure sur les jours anciens, lorsque nous étions des voleurs tous les deux à Zamora, avant que tu ne revêtes le haubert. J'ai vu Natok. Avec les autres, je me suis agenouillé devant lui lorsqu'il faisait ses incantations à 7. Pourtant, je n'ai pas enfoncé mon nez dans le sable comme les autres l'ont fait. Je suis un voleur de Shumir, et mon regard est plus perçant que celui d'une belette. Redressant légèrement la tête de côté, j'ai vu son voile s'agiter au vent. Il s'est écarté un instant, et j'ai vu que Belle me vienne en aide. Conan, je te dis que j'ai vu. Mon sang s'est figé dans mes veines et mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Ce que j'ai vu a brûlé mon âme comme un fer chauffé à blanc. Jusqu'à ce que je sois sûr, je n'ai pu prendre de repos. Je me suis rendu aux ruines de Kutchemes. La porte du dôme en ivoire était ouverte. Sur le seuil, gisait un grand serpent transpercé par une épée. À l'intérieur du dôme se trouvait le corps d'un homme, tellement déformé, ridé et ratatiné, que je ne l'ai pas reconnu tout d'abord. C'était Shevatas le Zamorien, le seul voleur au monde qui m'était supérieur, je l'avoue volontiers. Le trésor était intact, entassé en des monceaux étincelants tout autour du cadavre, et c'est tout. Il n'y avait pas d'ossements, commença Conan. Il n'y avait rien, s'écria le chémite avec passion. Rien, un seul cadavre auprès du trésor. Le silence régna un instant. Yasmela trembla et se recroquevilla sur elle-même, tandis qu'une horreur sans nom l'envahissait. D'où est venu Natok? Insinua le chuchotement frémissant du chémite. Il a surgi du désert, une nuit, alors que le monde était aveugle et déchaîné. Des nuées de démence en une fuite éperdue traversaient le ciel, tournoyant parmi les étoiles frissonnantes. Au gémissement du vent se mêlait le hurlement des esprits du désert. Cette nuit-là, les vampires étaient sortis de leur tombe. Les sorcières chevauchaient nues les courants célestes et les loups-garous hurlaient au milieu des étendues sauvages. Sur un chameau noir, il est arrivé, à la vitesse du vent. Un feu impie flamboyait autour de lui, et les traces fourchues de sa monture brillaient dans les ténèbres. Natok a mis pied à terre, devant le sanctuaire de Seth, à l'oasis d'Afaka. L'animal est parti au galop et a disparu dans la nuit. J'ai parlé aux hommes de la tribu. Ils jurent que la bête a soudain déployé des ailes gigantesques et s'est envolée vers les nuées, laissant derrière elle une piste de feu. Depuis, personne n'a jamais revu ce chameau.
Pourtant une forme vaguement humaine, noire et bestiale, s'approche chaque soir de la tente de Natok. Sa démarche est traînante, et lui a parlé en un horrible caquetage, dans les ténèbres précédant l'aube. Je te le dis, Conan, Natok est... Attends, je vais te montrer une image de ce que j'ai vu ce jour-là, à Shushan, lorsque le vent a soulevé son voile. Yasmela aperçut le reflet de l'or dans la main du Shémite, comme les hommes se penchaient sur quelque chose. Elle entendit grogner Conan. Soudain, les ténèbres déferlèrent et la recouvrirent. Pour la première fois de sa vie, la princesse venait de s'évanouir. Partie 4. L'aube commençait à peine à blanchir l'horizon à l'est, lorsque l'armée se remit en marche. Des montagnards avaient surgi, au galop, leur monture chancelante après s'être chevauchée, pour signaler à Conan que la horde du désert avait établi son campement au puits d'Altuca. C'est pourquoi les soldats traversaient en hâte les collines, laissant les chariots loin derrière eux. Yasmela les accompagnait à cheval. Ses yeux étaient hagards. L'horreur sans nom avait revêtu une forme encore plus terrible depuis qu'elle avait reconnu la pièce d'or dans la main du Shémite la nuit précédente. L'une de ces pièces fabriquées en secret par les adeptes du culte zugite dégradé, représentant les traits d'un homme mort depuis 3000 ans. Le chemin serpentait parmi des collines inégales et des rochers escarpés dominant des vallées étroites. Ici et là, étaient nichés des villages, des amas compacts de huttes de pierre et de boue séchée. Les hommes des collines accouraient en foule pour se joindre à leurs frères. C'est pourquoi, avant qu'elle ait fini de traverser cette région, l'armée comptait dans ses rangs 3000 archers résolus de plus. Soudain, ils quittèrent les collines et retinrent leur souffle devant la perspective immense qui s'offrait à leurs yeux. Vers le sud, les collines descendaient en une pente abrupte, marquant une division géographique très nette entre les plateaux de Kos et le désert méridional. Elles constituaient le rebord de ces plateaux qui s'étendaient en une muraille presque ininterrompue. Nues et désolées, elles étaient habitées par le seul clan Zaemi, dont la tâche était de garder la route des caravanes. Au-delà des collines, le désert apparaissait vide, poudreux et sans vie. Pourtant, tout là-bas à l'horizon, se trouvait le puits d'Altuca et la horde de Natok. Les soldats abaissèrent leurs regards vers la passe de Shamla, par où transitaient les richesses du nord et du sud, et qu'avaient emprunté les armées de Kos, de Khoraja, de Shem, de Turan et de Stygie. La paroi à pic de remparts naturels s'interrompait à cet endroit. Des promontoires rocheux descendaient vers le désert, formant des vallées arides, dont les extrémités nord étaient fermées par des falaises déchiquetées, toutes sauf une, la passe. L'ensemble faisait penser à une grande main tendue depuis les collines. 2 doigts écartés formaient une vallée en forme de cône. Les doigts étaient représentés par une ligne de crête de rochers de chaque côté, les bords extérieurs tombant à pic, les bords intérieurs descendant en une pente escarpée. La vallée se rétrécissait, tandis qu'elle montait et débouchait sur un plateau flanqué de ravines. Il y avait un puits là-bas, et plusieurs tours de pierre, occupées par les Zaemi. Conan fit halte à cet endroit, sautant à bas de son cheval. Il avait enlevé son armure à plaques au profit de la cotte de maille plus familière. Thespidès tira sur les rênes de son coursier et demanda « Pourquoi t'arrêtes-tu » ?« Nous les attendons ici, » répondit Conan. « Il serait plus chevaleresque de quitter ces hauteurs et d'aller à leur rencontre, » fit sèchement le comte. « Ils nous étoufferaient par leur seul nombre, » rétorqua le Cimérien. « De plus, il n'y a pas d'eau là-bas. Nous camperons sur le plateau. »« Mes chevaliers et moi camperons dans la vallée, » répliqua Thespidès avec colère. « Nous formons l'avant-garde, et nous, au moins, n'avons pas peur d'une horde dépenaillée. » Conan haussa les épaules, et le noble furieux s'éloigna au petit galop. Amalric fit halte sur son ordre lancé d'une voix tonitruante, pour observer la petite troupe étincelante qui descendait la pente vers la vallée. Les fous! Leurs gourdes seront bientôt vides, et ils devront remonter vers le puits pour abreuver leurs chevaux. Laisse-les, grogna Conan. Et ils ont du mal à accepter des ordres de moi.
Dis à nos hommes d'ôter leurs équipements et de se reposer. Ils ont beaucoup marché et la route a été rude. Qu'ils abreuvent leurs montures et se restaurent ensuite. » Il était inutile d'envoyer des éclaireurs. Le désert s'étendait nu jusqu'à l'horizon, bien que, pour le moment, cette vue fut restreinte par des nuages assez bas formant des masses blanchâtres tout là-bas, au sud. La monotonie de la perspective était seulement interrompue par un amas de ruines de pierre, à quelques milles de distance, au milieu du désert. Il s'agissait des vestiges d'un ancien temple stygien. Conan dit aux archers de mettre pied à terre, et les disposa le long des crêtes, avec les montagnards à l'air farouche. Il déploya les mercenaires et les lanciers de Khoraja sur le plateau, tout autour du puits. Légèrement en retrait, à l'endroit où la route des collines donnait sur le plateau, fut dressé le pavillon de Yasmela. L'ennemi n'étant pas en vue, les soldats se détendirent. Ils ôtèrent leurs casques, firent glisser leurs cottes de mailles sur leurs épaules bardées de fer, desserrèrent leurs ceinturons. Des plaisanteries fort lestes furent échangées, çà et là, comme ils mordaient avec appétit dans des quartiers de bœuf, et plongeaient leurs museaux dans des cruches contenant de l'âle. Le long des pentes, les montagnards se mettaient à leur aise, grignotant des dattes et des olives. Amalric se dirigea à grands pas vers Conan, qui était assis tête nue sur un gros rocher. « Conan, as-tu entendu ce que les hommes des collines racontent à propos de Natok ? Ils disent « Mitra ! C'est trop insensé pour qu'on puisse même le répéter. Qu'en penses-tu » ? « Il arrive que des graines restent dans le sol plusieurs siècles sans pourrir, » répondit Conan. « Natok est un homme, cela ne fait aucun doute. »« J'aimerais en être aussi sûr, » grogna Amalric. « En tout cas, tu as disposé tes forces aussi bien qu'un général aguerri aurait pu le faire. Il est certain que les démons de Natok ne pourront s'abattre sur nous à l'improviste. Mitra, quel brouillard !»« J'ai cru tout d'abord qu'il s'agissait de nuages, » fit remarquer Conan. « Vois comme il avance. » Ce qui avait ressemblé à des nuages était en fait un brouillard épais, se déplaçant vers le nord, semblable à un vaste océan agité. Ces volutes cachèrent rapidement à la vue le désert. Bientôt, ils recouvraient les ruines stygiennes et y continuaient d'avancer. Les soldats regardaient bouche bée. Ce phénomène était sans précédent, anormal et inexplicable. « Envoyer des hommes en reconnaissance ne servirait à rien, » fit Amalric d'un air dégoûté. « Ils ne verraient rien du tout. La brume aura bientôt atteint les rebords extérieurs des crêtes. Dans un instant, elle aura recouvert la passe et toutes ses collines. » Conan avait observé ce brouillard aux volutes mouvantes avec une nervosité croissante. Il se baissa brusquement et colla son oreille contre le sol. Il se redressa avec une hâte frénétique en jurant. « Des chevaux et des chars, par milliers ! Le sol vibre sous leur avance. Oh, là-bas !» Sa voix se répercuta dans la vallée, galvanisant les hommes nonchalamment étendus. « Ramassez vos casques et vos piques, bande de chiens ! Formez les rangs ! Vite !» Les soldats regagnaient rapidement leur position, mettant en hâte leurs casques et fixant à leurs bras les lanières de leurs boucliers. Au moment même où cet ordre était donné, le brouillard roula et disparut, comme s'il avait perdu toute utilité. Il ne se leva pas lentement pour se dissiper comme un brouillard naturel. Il s'évanouit tout simplement, telle une bougie que l'on souffle. Un instant auparavant, le désert tout entier était occulté par les masses floconneuses et tourbillonnantes, s'entassant couche après couche, comme une montagne. L'instant d'après, le soleil brillait dans un ciel sans nuages sur un désert aride. Celui-ci n'était plus vide, mais recouvert par une armée bien vivante et terrifiante. Une grande clameur secoua les collines. Les hommes stupéfaits de Conan eurent tout d'abord l'impression de contempler un océan de bronze et d'or, luisant et étincelant, où des pointes d'acier scintillaient, telles des myriades d'étoiles. Lorsque le brouillard s'était levé, les attaquants s'étaient arrêtés, comme pétrifiés sur place, en de longues lignes compactes flamboyant au soleil. Venait en premier une longue ligne de chars de guerre, tirés par les grands et fougueux chevaux de Stygie, aux crinières ornées de plumes. Ils s'ébrouaient et se cabraient, tandis que chaque conducteur nu de char s'inclinait en arrière, ses jambes puissantes bien campées,
des muscles noueux saillants sur ses bras à la peau sombre. Les guerriers sur ces chars formaient de hautes silhouettes. Leurs visages d'éperviers étaient soulignés par des casques en bronze, surmontés d'un cimier, où un croissant supportait une boule dorée. Leurs mains tenaient de lourds sacs. Il ne s'agissait pas de vulgaires archers, mais de nobles du sud, élevés dans la guerre et la chasse, habitués à tuer des lions avec leurs flèches. Derrière eux se tenait une foule bigarrée d'hommes à l'apparence farouche, montant des chevaux à demi sauvages. Les guerriers de Couche, le premier des grands royaumes noirs au sud de la Stygie, dans les régions de plaine. Leur corps était d'ébène luisante, souple et élancé. Entièrement nus, ils chevauchaient leur monture sans selle ni bride. Ensuite attendait une horde. Elle semblait recouvrir tout le désert. Des milliers et des milliers. Les fils belliqueux de Shem. Des rangées de cavaliers aux corselets métalliques en écailles et aux casques cylindriques. Les achuries de Nipre, Shumir, Éruk et de leurs cités sœurs. Des foules cruelles aux robes blanches, les clans nomades. Alors les rangs ennemis se mirent en branle et avancèrent en tourbillonnant. Les chars de guerre se rangèrent sur le côté, tandis que le gros des troupes progressait avec incertitude. Dans la vallée, en contrebas, les chevaliers étincellent. Le comte Thespidès lança son cheval au galop vers le haut de la pente, où se tenait Conan. Il ne daigna pas mettre pied à terre, et lui lança avec raideur. « Le brouillard en se levant les a plongés dans la plus grande confusion. C'est le moment de charger. Les Kushites n'ont pas d'arc et gênent la progression de leur armée. Une charge de mes cavaliers les écrasera et les fera reculer en désordre vers les rangs des Shémites, brisant ainsi leur formation. Suis-moi. Nous allons remporter cette bataille d'un seul coup. » Conan secoua la tête. « Si nous avions en face de nous un adversaire normal, je serais d'accord. Mais cette confusion est plus feinte que réelle, comme s'il voulait nous amener à charger. Je crains un piège. »« Alors tu refuses de bouger ?» s'écria Thespidès, son visage noirci par la colère. « Sois raisonnable !» l'exhorta Conan. « Nous avons l'avantage de la position. » Avec un juron furieux, Thespidès fit virevolter son cheval et le lança au galop, au bas de la pente, vers la vallée où ses chevaliers attendaient impatiemment. Amalric hocha la tête. « Tu n'aurais pas dû le laisser repartir, Conan. Oh, regarde là-bas !» Conan se dressa d'un bond, lançant une imprécation. Thespidès avait rejoint ses hommes et les passait en revue. Ils ne comprirent pas ce que disait sa voix aux accents passionnés, mais son geste désignant la horde qui approchait était suffisamment éloquent. Un instant plus tard, 500 lances s'abaissaient vers le sol et le détachement bardé d'acier partit au galop vers le fond de la vallée, dans un grondement de tonnerre. Un jeune page arriva en courant de la tente de Yasmela, criant à Conan d'une voix aiguë et véhémente. « Seigneur, la princesse demande pourquoi vous n'imitez pas le comte Thespidès pour lui venir en renfort. »« Parce que je ne suis pas aussi stupide que lui !» grogna Conan, en prenant place à nouveau sur le rocher et en commençant à ronger un énorme os de bœuf. « L'autorité te rendrait-elle modéré ?» fit remarquer Amalric. « Autrefois, tu te serais lancé dans une pareille folie avec une joie immense. »« Oui, quand j'avais seulement ma propre vie à considérer, » répondit Conan. « À présent... »« Par l'enfer ! Qu'est-ce que... » La horde avait fait halte. De l'extrême gauche surgit un char de guerre. Le conducteur, nu, fouettait son cheval comme un dément. L'autre occupant formait une haute silhouette dont la robe flottait au vent d'une manière spectrale. Il tenait dans ses bras un grand vase en or, et versait de celui-ci un mince ruisselet scintillant à la lueur du soleil. Le chariot passa rapidement devant les premières lignes de la horde du désert. Derrière ses roues grondantes restait, tel le sillage d'un navire, une longue et fine traînée poudreuse. Elle brillait dans le sable comme la trace phosphorescente d'un serpent. « C'est Natok !» jura Amalric. « Quelle semence démoniaque est-il en train de répandre ainsi ?» Les chevaliers n'avaient pas arrêté pour autant leur charge téméraire. Encore 50 pas, et ils se heurteraient au rang irrégulier des Kushites. Les Noirs se tenaient immobiles, lances dressées. À présent, les chevaliers galopant en tête avaient atteint la mince traînée qui brillait sur le sable. Ils ne firent pas attention à cette menace insidieuse. Les sabots ferrés des chevaux la frappèrent violemment.
Ce fut comme lorsque le fer bat le silex, avec un résultat encore plus terrible. Une violente explosion secoua le désert. Il parut s'ouvrir en deux, le long de la traînée mystérieuse, au milieu de flammes blanches et terrifiantes. À cet instant, toute la première ligne de chevaliers fut enveloppée par cet éclat aveuglant. Chevaux et cavaliers bardés de fer se tordirent, brûlés et calcinés par cette lueur, comme des insectes s'approchant imprudemment d'une flamme. L'instant suivant, les autres lignes de chevaliers venaient buter sur leurs corps carbonisés. Incapables de stopper leur charge éperdue, ils s'écrasèrent, rangée après rangée, sur les cadavres. Avec une soudaineté épouvantable, l'assaut s'était transformé en une boucherie, où des silhouettes en armure mouraient, parmi des chevaux horriblement mutilés, aux hennissements terrifiants. L'impression de confusion qu'avait donnée la horde disparut. Des lignes savamment ordonnées se formèrent. Les Kushites se ruèrent sauvagement sur les lieux de la boucherie, transperçant de leurs lances les blessés, brisant les aumes des chevaliers avec des pierres et des masses en fer. Tout cela arriva si rapidement que ceux qui regardaient depuis les pentes restèrent immobiles, frappés de stupeur. La horde s'avança de nouveau, s'écartant pour éviter l'endroit où gisaient les corps carbonisés. Un cri monta des collines. « Nous ne combattons pas des hommes, mais des démons !» Sur les crêtes, les montagnards hésitèrent. L'un d'eux courut vers le plateau, de la bave coulant sur sa barbe. « Fuyons! Fuyons !» glapissait-il. « Que pouvons-nous contre la magie de Natok ?» Avec un grognement, Conan bondit de son rocher et le frappa avec l'os de bœuf. L'homme s'affaissa, du sang jaillissant de son nez et de sa bouche. Conan dégaina son épée. Ses yeux étaient devenus des fentes où brûlait un feu d'un bleu sinistre. « Reprenez vos places !» hurla-t-il. « Je trancherai la tête au premier qui tentera de s'enfuir. Battez-vous, maudits !» La débandade cessa aussi vite qu'elle avait commencé. La personnalité farouche de Conan fit l'effet d'un jet d'eau glacée sur la flamme tourbillonnante de leur terreur. « Gardez vos positions !» ordonna-t-il rapidement. « Et défendez-les ! Aujourd'hui, personne ne franchira la passe de Shamla, homme ou démon !» À l'endroit où le rebord du plateau était interrompu par le versant en pente de la vallée, les mercenaires resserrèrent leurs ceinturons et saisirent fermement leurs lances. Derrière eux, les lanciers attendaient sur leurs coursiers. Sur un côté, avaient été placés en réserve les cuirassiers de Khoraja. Aux yeux de Yasmela, se tenant à l'entrée de sa tente, le teint blême et interdite, l'armée semblait n'être qu'une poignée d'hommes, en comparaison des foules innombrables de la horde du désert. Conan se tenait parmi les lanciers. Il savait que les assaillants n'essaieraient pas de lancer leurs chars vers le haut des pentes et la passe, sous le tir des archers. Pourtant, il poussa un grognement de surprise en voyant les cavaliers mettre pied à terre. Ces hommes sauvages n'avaient pas de chariots chargés de nourriture. Gourdes et sacs de provisions étaient accrochés à leurs selles. À présent, ils buvaient leurs réserves d'eau et jetaient au loin leurs outres. « Les taux de la mort se resserrent !» grommela-t-il, comme les fantassins se disposaient en des lignes compactes. « J'aurais préféré une charge de cavalerie. Des chevaux blessés désorganisent et disloquent des formations entières. » La horde avait adopté une nouvelle formation. Un gigantesque fer de lance, dont la pointe était constituée par les Stygiens. Venaient ensuite les Achuries en cuirasse, flanqués des nomades. En rang serré, boucliers levés, ils s'avancèrent lentement, tandis que, derrière eux, sur un char, immobile, une haute silhouette levait vers le ciel ses bras, sortant de manches amples en d'une sinistre invocation. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la vallée encaissée, les hommes des collines lancèrent leurs traits. Malgré leur formation protectrice, des hommes tombèrent par dizaines. Les Stygiens s'étaient débarrassés de leurs arcs. Des têtes casquées se baissèrent sous la pluie mortelle. Des yeux noirs étincelèrent par-dessus le bord des boucliers. Ils avançaient toujours en une lame inexorable, enjambant les corps de leurs camarades tués. Les chémites ripostèrent, et des nuées de flèches assombrirent le ciel. Conan regardait au-delà des vagues ondoyantes de lances, se demandant quelle nouvelle horreur le sorcier allait invoquer. D'une façon étrange, il semblait que Natok, comme tous ceux de sa race,
était plus redoutable en défense qu'à l'attaque. Prendre l'offensive contre lui conduirait inévitablement au désastre. Assurément, c'était la magie qui poussait la horde à se jeter sur les dents de la mort. Conan retint son souffle en constatant les ravages produits dans les rangs montant à l'assaut. Les bords du fer de lance semblaient fondre littéralement. Déjà la vallée était jonchée de cadavres. Pourtant, les autres continuaient de grimper comme des déments, indifférents à la mort. En raison du nombre même de leurs arcs, ils commencèrent à submerger les archers postés sur les falaises. Des nuées de traits filaient vers le haut, obligeant les montagnards à s'abriter. Devant cette avance que rien ne pouvait briser, la panique envahit leur cœur, et ils bandèrent leurs arcs follement, leurs yeux étincelants comme ceux de loups pris au piège. Lorsque la horde s'approcha du goulot étroit de la passe, des blocs de rochers roulèrent au bas des pentes dans un grondement de tonnerre, écrasant des hommes par vingtaines. Pourtant, la charge ne faiblit pas. Les loups de Conan s'apprêtèrent au choc qui semblait inévitable. En raison de leur formation ouverte et de leur armure, les flèches avaient commis peu de dégâts dans leur rang. C'était l'impact de la charge que Conan redoutait le plus, lorsque le gigantesque fer de lance s'écraserait contre ces lignes clairsemées. Il voyait à présent qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter cet assaut. Il agrippa l'épaule d'un Zaimi qui se tenait à proximité. « Dis-moi, des cavaliers pourraient-ils accéder à cette vallée, invisible d'ici, qui se trouve au-delà de cette crête, de l'ouest ?»« Bien sûr. Il y a un sentier escarpé et très dangereux, secret, et gardé de toute éternité par les Zaimi. Mais... » Conan l'entraîna à sa suite, vers l'endroit où Amalric se tenait sur son grand cheval de guerre. « Amalric !» abouilla-t-il. « Suis cet homme. Il va te conduire dans cette vallée extérieure, là-bas. Descends jusqu'à l'entrée de celle-ci. Contourne l'extrémité de la crête et attaque la horde sur ses arrières. Pas un mot. Pars vite. Je sais que c'est de la folie. Mais de toute façon, nous sommes perdus. Au moins, faisons le plus de ravages possible avant de mourir. Hâte-toi !» Les moustaches d'Amalric se hérissèrent en un rictus farouche. Quelques instants plus tard, ses lanciers suivaient le guide vers un entrelac de gorges s'éloignant du plateau. Conan revint en courant vers les piquets, épée en main. Il n'arriva pas trop tôt. Sur les deux crêtes, les montagnards de Chupra, rendus fous furieux par leur défaite imminente, faisaient pleuvoir leurs traits avec l'énergie du désespoir. Les hommes mouraient comme des mouches dans la vallée et sur les pentes. Puis, avec un rugissement et dans une poussée irrésistible vers le haut, les Stygiens se heurtèrent aux mercenaires. Dans un ouragan d'acier grondant, les lignes ondoyèrent et se tordirent. Les nobles élevés dans la guerre se battaient contre les soldats professionnels. Les boucliers s'écrasaient contre les boucliers. Des lances étaient pointées entre eux et s'enfonçaient dans des corps. Le sang jaillissait. Conan aperçut la forme puissante du prince Kutamun, de l'autre côté de l'océan des épées, mais il ne pouvait avancer dans la mêlée indescriptible, poitrine contre poitrine, avec des formes sombres qui haletaient et frappaient. Derrière les Stygiens, les Achuries montaient à l'assaut en hurlant. Des deux côtés, les nomades grimpaient les pentes escarpées et se jetaient sur leurs frères de la montagne en un corps à corps féroce. Sur la ligne des crêtes, le combat faisait rage avec une sauvagerie aveugle et rauque. À coups de dents et d'ongles, écumant de fanatisme et poussés par des haines séculaires, les hommes des tribus ennemies se déchiraient et se lacéraient, tuaient et mouraient. Leurs cheveux volant au vent, les Kushites nus accouraient en criant comme des démons pour participer au carnage. Conan eut l'impression que ses yeux, aveuglés par la sueur, contemplaient un océan d'acier en fureur. Celui-ci bouillonnait et tournoyait, emplissait la vallée d'une crête à l'autre. La bataille sanglante approchait du moment décisif. Les montagnards tenaient les crêtes, et les mercenaires, serrant leurs piques ruisselantes de sang, plantaient leurs pieds dans le sol écarlate, défendaient toujours la passe. L'avantage de la position et la meilleure protection de ces hommes, due à leur cuirasse, compensaient pour le moment le désavantage du nombre. Mais cela ne durerait pas. Vague après vague, des visages au regard enflammé et des lances étincelantes surgissaient en haut des pentes, et les Achuries venaient combler les brèches dans les rangs des Stygiens. Conan regarda vers l'ouest,
espérant voir les lances d'Amalric contourner la crête. Elles n'apparaissaient toujours pas. Les piquets commencèrent à faiblir et à reculer sous les assauts répétés. Conan abandonna tout espoir de victoire et de vie. Hurlant un ordre à ses capitaines, ruisselant de sueur, il quitta les premières lignes et traversa en courant le plateau, se dirigeant vers les réserves de Kor-Raja. Ses hommes attendaient, tremblant d'impatience. Il ne regarda même pas du côté de la tente de Yasmela. Il avait oublié la princesse. Son unique pensée était guidée par l'instinct de la bête fauve qui déchire et massacre avant d'être tuée. « Aujourd'hui, vous mourrez chevalier !» dit-il, en éclatant d'un rire féroce. Il désigna de son épée couverte de sang les chevaux des montagnards attachés à proximité. « En selle et suivez-moi en enfer !» Les montures des collines se cabrèrent furieusement sous la charge peu familière de l'armure de Kos, et le rire sonore de Conan retentit au-dessus de la clameur, comme il les conduisait vers l'endroit où la crête orientale s'écartait du plateau. 500 fantassins, patriciens ruinés, cadets de familles nobles, brebis galeuses, montant des chevaux chémites à demi sauvages, chargeaient toute une armée et dévalaient une pente où aucune cavalerie ne s'était risquée avant eux. Une fois franchie l'entrée de la passe obstruée par la bataille, ils s'élancèrent dans un grondement de tonnerre, débouchant sur la crête jonchée de cadavres. Ils se ruèrent au bas de la pente abrupte. Une vingtaine de chevaux bronchèrent et roulèrent sous les sabots des autres. En dessous d'eux, des hommes crièrent et levèrent les bras. La charge foudroyante les balaya comme une avalanche recouvre une forêt de jeunes arbres et emporte tout sur son passage. Les Korrajis poursuivirent leur attaque impétueuse, passant à travers les foules compactes et laissant dans leur sillage un tapis de cadavres mutilés et broyés. À cet instant, comme la horde se tordait et se levait sur elle-même, les lanciers d'Amalric, après s'être ouvert un chemin à travers un détachement de cavalerie ennemie, rencontré dans l'autre vallée, contournèrent rapidement l'extrémité de la crête occidentale et s'abattirent sur ses arrières, la fendant en deux comme une pointe d'acier. Cette attaque prit les nomades par surprise et les démoralisa complètement, persuadés que leur flanc gauche était attaqué par une force supérieure en nombre, et craignant avec une peur panique que toute voie de retraite vers le désert leur soit coupée, ils se dispersèrent et s'enfuirent précipitamment, produisant des ravages dans les rangs mêmes de leurs camarades plus résolus. Ceux-ci faiblirent, et les montagnards se jetèrent sur eux avec une fureur nouvelle, les repoussant au bas des pentes. Stupéfaite et désemparée, la horde se disloqua avant que les nomades aient le temps de s'apercevoir que leur flanc était attaqué par une poignée d'hommes seulement. Une fois brisé, même un magicien ne pouvait ressouder une telle horde. À travers l'océan de têtes et de lances, les hommes enragés de Conan virent les cavaliers d'Amalric s'enfoncer dans les lignes ennemies et les mettre en déroute, tandis que les haches et les masses d'armes se levaient et retombaient. L'ivresse folle de la victoire embrasa le cœur de chaque homme, et leurs bras devinrent d'acier. Plantant leurs pieds dans la mer sanglante dont les vagues furieuses et écarlates venaient lécher leurs chevilles, les piquiers à l'entrée de la passe se mirent en branle, repoussant et écrasant les rangs ennemis qui se bousculaient et se pressaient. Les Stygiens tinrent bon, mais derrière eux, le gros des troupes constituées par les Achuries fondait rapidement. Les mercenaires passèrent par-dessus les corps des nobles du sud, morts jusqu'au dernier, l'arme à la main, pour déferler et s'abattre sur la masse mouvante des Achuries en complète débandade. L'Aga Chupra gisait en haut de l'une des falaises, le cœur transpercé d'une flèche. Amalric était étendu à terre, jurant comme un pirate, une lance fichée dans sa cuisse bardée de fer. Des cavaliers improvisés et conduits par Conan, 150 à peine étaient encore en selle. Mais la horde était définitivement brisée. Nomades et lanciers en côte de mailles avaient abandonné le combat et fuyaient vers leur camp où se trouvaient leurs chevaux. Les montagnards dévalaient au bas des pentes, poignardant les fuyards dans le dos, tranchant la gorge des blessés. Dans ce chaos sanglant et virevoltant, une terrible apparition surgit soudain devant les talons de Conan, qui se cabra. C'était le prince Kutamun, nu, à l'expression d'un pagne. Il avait perdu sa cuirasse. Son haut massimi était bosselé et entaillé, ses membres couverts de sang. Avec un hurlement formidable,
il lança la poignée de son épée brisée au visage de Conan, et bondit pour attraper la bride de l'étalon. Le Cimmérien oscilla sur sa selle, à demi assommé. Avec une force redoutable, le géant à la peau brune obligea le cheval hennissant à se dresser sur ses pattes de derrière et à reculer, jusqu'à ce qu'il perde son équilibre et s'abatte dans la boue sanglante, parmi les corps qui se tordaient. Conan sauta à bas de sa selle, comme son cheval tombait les 4 fers en l'air. Avec un rugissement, Kutamun se jeta sur lui. Dans le cauchemar démentiel de la bataille, le barbare ne sut jamais vraiment comment il avait tué son adversaire. Le Stygien tenait une pierre dans sa main, qu'il écrasait sans relâche sur le casque du Cimmérien, emplissant sa vue d'étincelles lumineuses, tandis que Conan enfonçait à plusieurs reprises sa dague dans le corps de l'homme, sans effet apparent sur la vitalité terrifiante du prince. Le monde tournait sous les yeux de Conan, lorsque, dans un frisson compulsif, le corps qui se tendait contre le sien se raidit, puis devint flasque. Se relevant en titubant, le sang coulant de sous son casque ébréché sur son visage, Conan posa un regard égaré sur le carnage qui s'étalait à profusion devant lui. D'une crête à l'autre, le sol était jonché de cadavres, en un tapis écarlate, engorgeant toute la vallée. On aurait dit un océan de sang dont chaque vague était formée par une ligne irrégulière de cadavres. Ils obstruaient le goulot de la passe. Ils recouvraient les pentes. Tout là-bas, dans le désert, le massacre continuait. Les survivants de la horde avaient rejoint leurs chevaux et s'enfuyaient à travers les étendues arides, poursuivis par les vainqueurs harassés. Conan fut épouvanté de constater le petit nombre de ces hommes encore en vie. Un cri effroyable déchira la clameur. Du haut de la vallée, un char arriva à vive allure, écrasant et broyant les cadavres amoncelés. Il n'était pas tiré par des chevaux, mais par une grande créature noire qui ressemblait à un chameau. Sur le char se tenait Natok, ses robes volant au vent. Tenant les rênes et fouettant l'animal comme un dément, était accroupi un être à la peau sombre, aux traits vaguement humains, qui aurait pu être un singe monstrueux. Dans une rafale de vent brûlant, le chariot gravit en un éclair la pente recouverte des cadavres, se dirigeant vers la tente où Yasmela se tenait, seule, abandonnée par ses gardes dans leur frénésie de poursuivre les nomades. Conan, pétrifié d'horreur, entendit le hurlement éperdu de la princesse. Le long bras de Natok se tendit vers elle, l'attrapa au passage et la hissa sur le char. Le sinistre coursier fit demi-tour et redescendit à la même allure vers le fond de la vallée. Personne n'osa décocher une flèche ou jeter une lance, de peur de toucher Yasmela, qui se débattait dans les bras de Natok. Poussant un cri inhumain, Conan ramassa son épée tombée à terre, et bondit à la rencontre de l'horreur qui survenait rapidement. Alors qu'il levait son épée, les pas de devant de l'animal noir le frappèrent comme la foudre, et le projetèrent violemment, à une vingtaine de pas de distance, à demi assommé et meurtri. Le hurlement de Yasmela atteignit ses oreilles, glaçant son âme. Le chariot s'éloigna dans un grondement. La clameur qui jaillit des lèvres de Conan n'avait rien d'humaine. Il se releva vivement de la terre ensanglantée, et saisit les rênes d'un cheval sans cavalier qui passait au galop à proximité. Il sauta en selle sans que le coursier ralentisse son allure, et avec une folle témérité, se lança à la poursuite du char. Celui-ci disparaissait rapidement au loin. Arrivé dans la vallée, il traversa le camp chémite comme une trombe, et prit la direction du désert, rattrapant des groupes de ses propres cavaliers, et dépassant des nomades qui éprenaient cruellement leur monture. Le char fuyait. Conan le poursuivait toujours, bien que son cheval commençât à donner des signes de fatigue. À présent, le désert illimité s'étendait tout autour d'eux, auréolé de la splendeur blafarde et sinistre du soleil couchant. Les ruines antiques apparurent. À ce moment, le cocher monstrueux poussa un cri, qui figea le sang de Conan dans ses veines, et projeta à bas du char Natok et la jeune fille. Ils roulèrent dans le sable. Sous le regard stupéfait du Cimmérien, le chariot et sa monture se transformèrent d'une horrible manière. De grandes ailes poussèrent et se déployèrent du corps, d'une horreur noire qui ne ressemblait absolument plus à un chameau. La chose s'envola vers le ciel, emportant dans son sillage une forme nimbée d'une flamme aveuglante, où une créature noire, vaguement humaine, caquetait, exprimant un lugubre triomphe. Cela se passa si vite
que l'on aurait dit un cauchemar surgissant dans le rêve hanté par l'horreur. Natoc se redressa d'un bond et regarda vivement vers son poursuivant résolu. Celui-ci ne s'était pas arrêté et arrivait au galop. Son épée était pointée vers le bas et projetait des gouttes écarlates. Le sorcier saisit la jeune femme au bord de l'évanouissement et l'emporta en courant vers les ruines. Conan sauta à bas de son cheval et s'élança après eux. Il pénétra dans une salle où brillait une lueur impie. Pourtant, au dehors, le crépuscule tombait rapidement. Sur un autel de jade noire était étendue Yasmela. Dans cette étrange lumière, son corps nu luisait comme de l'ivoire. Ses vêtements gisaient sur le sol, épars, comme s'ils avaient été arrachés avec une hâte brutale. Natoc fit face au cimérien, d'une taille et d'une maigreur inhumaines, vêtu de soieries d'un vert éclatant. Il rejeta son voile en arrière, et Conan contempla les traits qu'il avait vus représentés sur la pièce d'or Zugite. « Oui, tremble de peur, chien !» La voix ressemblait au sifflement d'un serpent gigantesque. « Je suis Tugra Khotan. J'ai dormi bien longtemps dans mon tombeau, attendant le jour du réveil et de la délivrance. Les arts qui m'avaient sauvé des barbares dans un lointain passé me gardaient également prisonnier, mais je savais que quelqu'un viendrait finalement, et il est venu, pour accomplir sa destinée et mourir, comme aucun homme n'était plus mort depuis 3000 ans. Insensé! Tu crois peut-être m'avoir battu parce que les miens sont en déroute? Parce que j'ai été trahi et abandonné par le démon que j'avais asservi? Je suis Tugra Khotan, qui dominera le monde malgré tous vos dieux pitoyables. Le désert est empli de mon peuple. Les démons de la terre exécuteront mes ordres, comme les reptiles de la terre m'obéissent. Le désir que j'avais d'une femme a affaibli mes pouvoirs magiques. À présent, cette femme est mienne. Son âme sera mon festin et je serai alors invincible. Arrière, fou! Tu n'as pas vaincu Tugra Khotan. Il lança son bâton vers Conan. Celui-ci tomba aux pieds du cimérien, qui recula avec un cri involontaire. En tombant, il s'était modifié d'une horrible façon. Ses contours se liquéfièrent et se tordirent. Un cobra au cou gonflé se dressa en sifflant devant le barbare horrifié. Avec un juron furieux, Conan frappa de son épée et trancha la forme monstrueuse. À ses pieds, gisaient seulement les 2 tronçons d'un bâton d'ébène coupé par le milieu. Tugra Khotan éclata d'un rire terrifiant. Se retournant vivement, il attrapa une forme qui rampait d'une manière répugnante dans la poussière recouvrant le sol. Dans sa main tendue, la chose vivante se tordait avec colère. Cette fois, ce n'était pas une illusion. Tugra Khotan tenait dans sa paume un scorpion noir, long de plus d'1 pied, la créature la plus mortelle du désert. Une piqûre de son aiguillon pointu signifiait une mort instantanée. Le visage de Tugra Khotan, qui ressemblait à un crâne desséché, se fendit en un lugubre rictus de momie. Conan hésita, puis sans prévenir, lança son épée. Pris au dépourvu, Tugra Khotan n'eut pas le temps d'éviter le projectile. La pointe s'enfonça sous son cœur et ressortit d'un bon pied entre ses omoplates. Il s'affaissa et, en tombant, écrasa le monstre venimeux dans sa main. Conan alla jusqu'à l'autel et prit Yasmela dans ses bras maculés de sang. Elle jeta convulsivement ses bras d'un blanc laiteux autour du cou du barbare, éclatant en sanglots et refusant de le lâcher. « Par les démons de Chrome, jeune fille !» grogna-t-il. « Lâche-moi donc ! 50 000 hommes ont péri aujourd'hui, et il me reste du travail à faire. »« Non !» s'exclama-t-elle, s'accrochant à lui avec une force frénétique. Sa peur et la passion la rendaient en cet instant aussi barbare que le cimérien. « Je ne te laisserai pas partir. Je t'appartiens par le feu, l'acier et le sang, et tu m'appartiens. Là-bas, je dois penser à mon peuple. Ici, il n'y a que toi, et moi. Tu ne t'en iras pas. » Il hésita. Son cerveau, pris de vertige, était submergé par le raz-de-marée impétueux de ses passions violentes. La lueur blafarde et surnaturelle flottait toujours dans la salle peuplée d'ombres, éclairant d'une manière spectrale le visage mort de Tugra Khotan.
Celui-ci semblait ricaner vers eux d'un rire creux et sans joie. Au dehors, dans le désert et sur les collines, parmi les océans de mort, des hommes agonisaient, hurlaient de douleur, de soif et de folie, et des royaumes chancelaient. Puis, tout fut balayé par la vague écarlate qui déferlait et noyait l'âme de Conan, comme il écrasait dans ses bras, aux muscles d'acier, le score svelte, blanc et luisant, semblable à des feux magiques, promesse de plaisir inconnu.